quatrième pouvoir prend ses responsabilités ce samedi après-midi dans le cadre de Tous Azimuts sur la télévision du monde. Votre programme Talk Show du débat fera le point de cette semaine qui s'achève. Et parmi les sujets à l'ordre du jour, la Confédération africaine de football, à travers son président, le malgache Ahmad, vient de séjourner au Cameroun pour peut-être conforter le pays de Paul Biya dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. La date de la dite compétition est connue, mais cela suffit-il pour définitivement consacrer le Cameroun comme étant le pays organisateur de ce tournoi? La question reste sur la table du débat. Également, on le sait, cette semaine qui s'achève aura été marquée par de nombreuses violences enregistrées dans les établissements du triangle national. On a même compté dans ces violences un mort, un enseignant, mortellement poignardé par son élève. Nous sommes là au lycée classique de Colbison, dans la capitale politique du Cameroun. Enseignants et élèves sont-ils devenus des protagonistes dans les établissements? La question est également sur la table du débat ce samedi après-midi. Aussi, nous nous intéresserons à cet atelier fort évocateur dans la capitale politique du Cameroun, sous l'égide du président de la République Paul Biya, dont les travaux ont été conduits par Chief Joseph John Gouté, Premier ministre chef du gouvernement, autour de la modernisation de la fonction publique au Cameroun. Cette modernisation sonne tel un impératif dans un monde où on parle de plus en plus de décentralisation, mais également où il est question de rendre compétitive l'administration publique camerounaise. Et puis, dans le cadre de cette édition de Tous Azimuts sur la télévision du monde, nous parlerons bien évidemment, dans le cadre du grand débat, de Tibor Nagui, Monsieur Afrique, au département d'État américain, à travers une interview accordée à une chaîne de radio internationale. Il donne la précision sur la position des États-Unis d'Amérique, le pays de Donald Trump, pour ce qui est de la crise dans le nord-ouest, le sud-ouest du Cameroun. D'ailleurs, le gouvernement américain est contre la sécession, mais davantage favorable à une décentralisation effective avec deux systèmes de gouvernance au Cameroun. Voilà l'épine dorsale, mesdames et messieurs, de cette édition de Tous Azimuts sur la télévision du monde. C'est un débat interactif. Nous vous demandons à vous à la maison de nous envoyer vos contributions via le 6 99 57 30 26. 6 99 57 30 26. C'est le code d'accès à ce programme. Tous Azimuts, c'est 4 sujets sur la table, mais également des invités. Tout de suite, notre panel. Un panel assez éclectique cet après-midi, et parmi eux, des acteurs politiques, mais également des faiseurs d'histoire. Parmi eux, Fabrice Tweli. Il est candidat aux législatives dans la circonscription de Voro-Est pour le compte du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN. Fabrice Tweli, bon après-midi. Bon après-midi Frédéric, bon après-midi aux copanélistes, mais surtout bon après-midi aux populations du quartier Oyak, c'est dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Quartier justement où je viens de me séparer avec une population assez chaleureuse, avec une jeunesse dynamique dans le cadre justement de ce que vous avez décliné par rapport à cette rencontre avec les populations dans le cadre du double scrutin qui arrive, où nous sommes engagés aux élections législatives et municipales en tant que candidat. Merci à vous. Je le relève, pour finir, je le relève simplement parce que il a souvent été évoqué que le quartier Oyak était un quartier populeux qui recelait beaucoup de mauvais jetons. Mais ce que j'ai constaté aujourd'hui me pousse à dire au quartier Oyak, go ahead. Ça peut être des préjugés également. Il ne faut pas toujours se tenir sur ces préjugés qui peuvent donner une bonne ou une mauvaise image d'une localité. Autre invité dans le cadre de cette émission, il nous vient du mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est l'un des communicants de cette formation politique qui n'est pas engagé au double scrutin municipal législatif. Ce n'est pas le sujet cet après-midi sur la télévision du monde. Alex Ngepi, c'est son nom. Alex, bon après-midi. Et c'est chaleureusement que nous vous accueillons une fois de plus. Merci
après-midi. Ça fait un bon bout de temps que je ne suis pas passé aux antennes, mais dans les médias. Je suis du côté de la vérité depuis un bon bout de temps. Donc, j'espère qu'on aura un débat assez chaleureux. Merci à vous, Alex Nguepi. Quand vous êtes aussi chaleureux, nous espérons que tout sera chaleureux sur ce plateau. Autre acteur invité, c'est également un historien du présent. Lui, c'est Georges Sem, journaliste dans la place camerounaise. Georges, bon après-midi une fois de plus. Merci à vous, Frédéric Moutomé. Bonjour à mes copanélistes, bien évidemment. Je vais saluer très chaleureusement les téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Merci à vous, Georges Sem, d'être là et d'avoir répondu à notre invitation. En face, deux autres messieurs feront le débat avec nous cet après-midi. Raphaël Ndougou, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Raphaël, bon après-midi. Bon après-midi, Frédéric. Bon après-midi aux compagnonnistes. Bon après-midi aux téléspectateurs de la télévision du monde. Merci à vous. Et puis, on a le plaisir de retrouver dans le cadre de ce programme enseignant dans les universités du Triangle national, Dr Louison Essomba. Bon après-midi, merci d'avoir répondu à cette invitation. C'est moi qui vous remercie, Frédéric, pour cette énième invitation. On peut toujours venir quand on a les moyens d'y être, et c'est la raison pour laquelle je suis là. Je salue avec respect les autres copanélistes et les nombreux téléspectateurs qui nous regardent. J'espère qu'ils seront confortablement ici pour écouter et suivre la hauteur et surtout l'immensité des analyses que nous avons faites ce soir, qui certainement vont éclairer leur lanterne. Vous avez l'obligation d'avoir de la hauteur dans le débat cet après-midi. Les téléspectateurs attendent davantage de savoir ce qui se cache derrière les sujets que nous mettons sur la table du débat. Et nous ouvrons avec le zapping autour de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Je rappelle, c'est 4 minutes pour chacun d'entre vous, s'il vous plaît, messieurs. Et on le sait, le président de la Confédération africaine de football vient de séjourner au Cameroun. Georges Semet, permettez que j'ouvre avec vous une visite éclair de 3 jours, mais une visite davantage qui apporte des assurances au gouvernement et au peuple camerounais. Vous avez dit que c'était une visite éclair, mais c'était surtout une visite intense, puisque dans le menu de la rencontre entre le président de la CAF et les dirigeants camerounais, il y avait des dossiers assez préoccupants. Préoccupants sur l'organisation d'abord de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, mais surtout sur la date en réalité. Pour nous qui avons modestement la latitude d'avoir la première des informations, nous les journalistes, nous avions déjà flairé cette visite, qui, il faut le rappeler, était une visite de travail, une visite diplomatique de travail. Ce n'était pas une visite d'inspection, comme je l'ai laissé entendre dire dans les réseaux sociaux. Donc, c'est une visite de travail avec des relents diplomatiques. La mission de la CAF venait rencontrer les autorités camerounaises sur l'opportunité qu'ils ont jugé de ramener la date de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations à l'ancienne formule. C'était une formule qui était déjà hésitée, mais elle avait été écartée pour certaines raisons sportives, mais aussi extra-sportives. Et ça avait été ramené pour les mois de juillet. Cette fois-ci, on a voulu revenir à l'ancienne formule de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations et il fallait donc venir informer non seulement des autorités camerounaises, mais également les convaincre de ce qu'il fallait effectivement adhérer à cette nouvelle donne. À côté de cela, il y avait également cette démarche des dirigeants de la CAF de proposer également aux autorités camerounaises de co-organiser éventuellement cette Coupe d'Afrique des Nations avec un autre pays. Il y avait deux pays qui étaient déjà pôle positionnés, le Nigeria en l'occurrence et le Gabon, qui est un pays de la CEMAC voisin. Alors cette éventualité a été simplement écartée par les autorités camerounaises qui ont planché en faveur d'un retour à la date initiale, c'est-à-dire l'organisation de cette Coupe d'Afrique du 9 janvier au 6 février 2021. Je crois que c'est rassurant pour les autorités camerounaises parce que à côté de ce train-train diplomatique, de ce train-train de négociations, il y a également qu'il y a quand même une campagne de sabotage contre le Cameroun par ses fils sur la possibilité ou non d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Certains que ça s'arrangerait à ce que ce serait content que le Cameroun n'organise pas cette compétition. Donc je crois que cette nouvelle vient rassurer les autorités camerounaises, mais ça vient davantage mettre la pression sur les épaules. Parce que ramener la Coupe d'Afrique des Nations en janvier, ça veut dire que les délais sont raccourcis. Et ça veut dire également qu'on devra logiquement accentuer la vitesse d'exécution des différents chantiers qui ne sont jusqu'ici pas encore livrés. Donc, c'est une bonne nouvelle pour moi, je l'ai bien accueilli, mais ça met davantage de pression sur les autorités camerounaises
Il y a des chantiers sportifs qu'il faut finaliser, il y a des chantiers extra-sportifs qu'il faut achever. Et je crois que le principal défi, c'est que les autorités camerounaises mettent et l'argent, et les ressources humaines, et la technique pour que ces chantiers soient achevés à date. Merci à vous, Georges Semmet. Fabrice Toueli, une date qui rassure, mais une date qui tout de même ne donne pas la possibilité au Cameroun de croiser les bras, mais plutôt de mouiller véritablement le maillot pour être prêt, si j'emprunte aux expressions de quelqu'un, le jeudi. Frédéric, j'ai l'impression à écouter Georges Semmet. Georges qu'il est mandaté par la Fédération camerounaise de football ou alors le ministère des Sports, parce que le dessin qu'il fait de la situation donne à penser que tout se passe bien. Ahmad n'est pas venu pour une sorte d'inspection, c'était beaucoup plus pour une activité diplomatique. Et vous avez vu l'inspection où? Ça laisse à penser. Avez-vous vu l'inspection? Je ne voudrais pas m'intéresser à la nature, en réalité, soit de l'inspection ou du volet diplomatique. Je voudrais relever d'entrée de jeu que ce qui en ressort et que les Camerounais doivent retenir, c'est que le passage de Ahmad au Cameroun a permis ou alors a laissé derrière lui une nounou au Cameroun pour la poursuite des travaux qui auraient dû être achevés depuis l'année dernière. Et à se dire aujourd'hui que nous sommes à se féliciter d'avoir obtenu d'organiser seul la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021 en janvier et non pas à une autre date qui aurait été, entre guillemets, peut-être un avantage compte tenu des délais impartis pour la réalisation, si je ne m'en tiens qu'au stade d'Olembe, de se dire que est-ce que tout le temps qui a été retenu pour réaliser ces travaux et qui aujourd'hui n'ont pas pu être réalisés, au fin de ce que la CAF vienne greffer au Cameroun une nounou. Vous savez, une nounou, tout ce que c'est qui la nounou? La nounou, un comité de suivi. C'est le comité de suivi. Appelez ça par c'est les le mots comité de suivi qui a été imposé, entre guillemets, que ce soit diplomatiquement ou autre chose. Cette nounou-là a été imposée au Cameroun pour l'accompagner, un peu comme pour tenir un enfant qui a des devoirs à faire et de se rassurer que ces devoirs seront faits au moment où il faut qu'ils soient faits. Alors moi, je voudrais simplement dire que cela nous laisse interrogateurs de se demander si réellement la CAN qui se jouera en janvier, le 9 et le 6 février, je crois, ou l'inverse, ne se jouera pas sans le stade Olembe. Peut-être que c'est la question véritable qu'il faudrait se poser. Est-ce que Olembe sera prêt quand on sait que le stade uniquement déjà n'est pas achevé, sans compter les éléments qu'il y a autour? Alors il faut se dire le complexe en lui-même. Le complexe et même les voies d'accès. J'ai écouté encore un expert sur la question. Vous savez, on fait des analyses globales, mais lorsqu'on écoute un expert, il est important de relayer, qui faisait savoir que pour la masse de personnes qui arrivera au Cameroun à cette période-là, les villes de Yaoundé et de Douala n'étaient pas adéquates sur le plan des infrastructures routières de pouvoir permettre les allées et venues librement de ces populations-là. Quand on sait qu'il y a quand même un élément sécuritaire qui est mis en avant, et je pense que c'est même cet élément qui est prépondérant dans l'action de la CAF par rapport aux standards internationaux. De se dire que, est-ce que le Cameroun pourra répondre le jour dit, comme cela a été dit précédemment avant. Alors, il faut peut-être retenir que le stade de Lembe n'est pas le seul stade qui doit rentrer dans le cahier ou dans la masse des infrastructures sportives qui devront être mises en compétition. Nous arrêtons uniquement sur ce stade parce mais il y en a plusieurs autres qui sont déjà fin prêts. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on doit garder encore cet esprit pessimiste autour de l'organisation de la CAN quand on regarde l'évolution qui a été celle qui est celle du Cameroun depuis 2018 ou depuis 2019 jusqu'en 2020 aujourd'hui? Frédéric Motomé,
Je dois vous avouer que je me rappelle encore la date du 2 octobre 2018, quand Ahmad Ahmad sortait du palais de l'Unité. Il a tenu un discours rassurant, comme exactement ce qu'il a tenu dernièrement. Il a dit la CAN appartient aux Camerounais et les Camerounais doivent être prêts à l'organiser. Et quelques mois après son départ, le président de la République qui fait un discours et qui annonce un glissement de cette CAN. Dernièrement, quand il arrive, il dit nous sommes venus au Cameroun et je crois que leur visite peut se situer sur deux pans. On peut estimer qu'il s'agit d'une visite assistance et conseil et d'une visite assistance et évaluation. Parce que quand j'ai suivi le vice-président de la CAF, il a dit ceci. Nous étions à Bafoussam, nous avons constaté que le stade est très éloigné des lieux d'hôtel où les hôtels sont localisés. C'est très éloigné. Quand vous partez de Kwekong, par exemple, ou Bana, c'est près d'1 heure de temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les techniques d'escorte, on peut y aller rapidement, mais le vice-président a estimé que c'était quand même très éloigné. Il a également évoqué le fait qu'ils sont venus à Douala. Ils se sont rendus compte que le stade de Japoma est achevé, mais que les voies d'accès sont presque inexistantes. Ça, c'était le rapport d'une précédente mission. Oui, mais écoutez, monsieur Sémé, on se focalise d'abord sur ce qui est dit. C'est-à-dire que c'est ce qu'il a révélé. C'est vrai que dans ces révélations, il ne nous fait pas savoir que c'est un rapport d'une évaluation antérieure ou bien qui date de depuis longtemps. Mais il a fait ce diagnostic pour quand même indiquer que voilà ce qui reste à faire. Donc c'est pourquoi je dis, à ce niveau-là, on peut parler d'une mission d'évaluation. Bon, maintenant, moi, je dis toujours une chose, je prends toujours du recul et surtout, j'ai beaucoup de prudence envers Ahmad Ahmad. C'est un monsieur, c'est un diplomate de formation. Et vous savez, quand on dit, vous faites de la diplomatie, vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, quand il a, cette fois-ci, dit que le Cameroun doit être prêt, donc, on lui attribue de manière officielle l'organisation de la CAN. Mais c'est sans ignorer que Ahmad Ahmad doit retourner au niveau de l'exécutif de la CAN parce qu'il ne décide pas tout seul. Il ne décide pas tout seul. Donc, moi, je reste toujours sur ma faim en espérant justement que, c'est vrai, tout Camerounais épris de sport, d'ailleurs nous le sommes tous, tout le monde veut que cette CAN se joue. À plus forte raison des autorités administratives, le président de la République en premier. Parce que vous savez que cet effet du retrait de la CAN en 2021, nous avait, en 2019, on avait eu un go d'inachevé, c'est-à-dire qu'en fait, on était engueulé par tous les Africains. Vous partez au Congo, en Côte d'Ivoire, vous dites, vous êtes incapable d'organiser une CAN. Ça faisait mal, c'était une honte pour les citoyens camerounais, le peuple camerounais. Donc moi, je pense pour ma part que les autorités ont à cœur de ce que cette CAN se tienne. Et je pense pour ma part, et je suis convaincu, j'ai vu les multiples descentes sur le terrain du professeur Nassimo Le Combi, ministre des Sports, de l'Éducation physique, qui est en train de rassurer, il communique, il dit j'étais au stade, voilà. Mais, Folori Motome, je ne suis pas pessimiste, je reste quand même avant-gardiste pour dire qu'il faut faire très attention au propos d'Ahmad Ahmad. Je reste convaincu que nous avons tous cette volonté de jouer cette CAN, mais j'émets encore quelques réserves. Faut-il aussi émettre des réserves lorsqu'on sait aussi que pas mal d'observateurs et d'acteurs politiques continuent de regarder avec beaucoup d'attention tout ce qui est fait autour de la CAN en se disant on peut faire mieux, on doit pouvoir faire mieux, même si de nombreuses lenteurs sont observées ça et là. Alex Nguepi. Le problème, c'est qu'au Cameroun, on n'aime pas la vérité. Quand vous êtes un acteur politique et que vous dites écoutez, cette CAN-là risque de ne pas avoir lieu, cette CAN-là, il y a des choses pas correctes qui se passent. On vous dit vous êtes pessimiste, vous n'aimez pas au Cameroun, vous êtes ceci, vous êtes cela. Non, aujourd'hui on est détenteur du contrat avec la CAF. Écoutez, en 2018, on était... On l'avait pas encore. Vous savez, tout à l'heure, le professeur a dit, il a clairement spécifié, il a clairement dit. En 2018, il avait dit que la CAN aura lieu. Ce n'est pas lui qui dit que ça aura lieu. Il y a un comité de suivi pour cela. Il doit rentrer en compte. C'est ceux-là qui doivent le dire. Et je vais vous dire quelque chose. Il faudrait que les travaux soient prêts 6 mois avant la CAN. C'est-à-dire en juin, puis tu as juillet, maximum, début juillet. Le Cameroun devrait déjà avoir tout livré. D'abord, pour les stades, il faudrait que le béton se construise, il y a un temps de séchage, tout ça. Il faudrait 6 mois pour que cette infrastructure puisse reprendre à certaines normes internationales.
Est-ce que quand on pourra le faire? Je ne pense pas. Non. Venir décrier cela, nous dire ne pas être anti-patriote. Non, on est bien patriote. Mais on dénonce le manquement. Nous allons croire que ce gouvernement qui est en place va pouvoir aller jusqu'au bout, qui pourra organiser la CAN. Rappelez-vous, le CAN avait reçu cette CAN avec, je pense que c'était... En 1972. Non, récemment, c'était, je pense, 16 équipes, si je me trompe. Avec les femmes. 16 équipes. Nous sommes passés à 24 équipes. Toujours sur le Cameroun. Donc la CAF est venue. Ils ont dit non, vous n'êtes plus à 16, vous serez à 24 équipes. N'est-ce pas? C'était un arrangement C'était un arrangement. Et après, le Cameroun a perdu l'organisation. On revient, on vous dit non. Au moins, c'était au mois de juin 2021. Juin, juillet. On vous dit non, c'est maintenant en janvier. Attends, qui est Dieu? De qui se moque-t-on? On ne voit pas qu'à CAF tant que les juin, jeu. Et quand la CAF vous connaît une nounou, comme on connaissait tout à l'heure là, c'est une nounou. Parce que vous êtes incapable de faire un travail, on vous met quelqu'un qui va vous coordonner. Et après, vous parlez de souveraineté. Quelque chose que vous devez vous-même organiser, faire des travaux, mais vous mettez quelqu'un qui doit regarder ce que vous faites. Parce qu'on n'a pas confiance en vous. Parce que la CAF se rend compte que s'il laisse le Cameroun, l'État du Cameroun, organiser cette canne-là, planifier toute la canne, ils ne vont pas réussir. Donc, vous collez quelqu'un qui sera un contrôleur. En fait, c'est un contrôleur qu'on a mis derrière au Cameroun, un contrôleur de la CAF, qui doit rendre compte à la CAF pour dénoncer ces gens-là. Donc, en fait, la CAF ne va plus parler à l'État du Cameroun. Ils vont s'adresser à l'heure de nous qu'ils ont mis. C'est eux qui vont faire le rapport, dire ils peuvent le faire. Donc il y a déjà une confiance qui est brisée entre la CAF et l'État du Cameroun. Quand ils se le disent, ils disent que c'est pas mauvais. Il faut que quelqu'un comprenne que Ama c'était un grand diplomate, comme l'a dit tout à l'heure le docteur, c'est qu'il est venu et il prend les thèmes diplomatiques, il vous met des coups, vous ne voyez pas, il vous colle un contrôleur, jamais vu, dans un pays, en Afrique, et vous restez à applaudir qu'on aura la canne. Mais attendez, qu'est-ce qu'il faut que vous aurez la canne? Et quand il va repartir, peut-être au mois de juin ou bien en mai, il va vous dire, écoutez, soit vous co-organisez. Déjà, il est venu avec l'esprit de co-organisation. Et comme il y avait une rumeur qui pouvait dire, qui disait que non, le Premier ministre aurait reçu instruction de la présidence que si sa co-organisation, le Cameroun se retire. Donc là, il a offert une voie de sortie. Bon, qu'est-ce que vous dites pas qu'en mai, on vous dit qu'il faut co-organiser, vous avez refusé. Alors, on a dit non, écoutez, il y a telle maladie au Cameroun qui est comme tout à l'heure, on nous a parlé des singes, une maladie au niveau de l'Est, à cause de l'épidémie, à cause d'insécurité, c'est sûr qu'on sort, le Cameroun pourrait se retirer, le Nigeria, le Gabon ou d'autres pays qui sont prêts à organiser, qu'on arrête cela. Et nous osons croire que les Cameroun comprennent très bien le rôle du politique, le rôle de l'opposant est de dire des choses crues. Certaines personnes n'ont pas la liberté d'expression de ton que nous avons. Nous disons, nous jugerons de maçon près du mur. Quand la canne aura lieu, nous dirons good job. Et pour l'instant, nous mettons des réserves. Des réserves, est-ce que le militant du RDPC que vous êtes doit également pouvoir avoir des réserves quand on sait aujourd'hui que le Cameroun est dépositaire du contrat avec la CAF pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, que la date est définitivement connue et qu'au-delà des réserves émises par deux panélistes sur ce plateau, que le comité technique de suivi qui a été mis en place doit pouvoir accompagner le Cameroun, mais pas être comme une espèce de gendarme auprès du pays de Paul Biya. Premièrement, ce n'est pas la première fois qu'un comité de suivi, peut-être ce sont les appellations qui diffèrent ou qui changent. Même en 2018, tout au cours de cette année-là, il y avait des commissions de la CAF qui venaient respecter. Peut-être que c'est pas aujourd'hui, vous appelez, il y a une autre appellation, ça devient un peu quelque chose qui est au sens de ces personnes qui appellent ça comme notre ami du PCRN appelle ça la nounou. Puisqu'ils sont toujours là pour contrôler, pour se rassurer que tout va bien. Jusqu'à après même la déclaration du 2 octobre de Amal Hamad, il y a d'autres commissions qui sont descendues. C'est bien normal qu'ils viennent vérifier. Maintenant, ne prenons pas de vue que le Cameroun, c'est le deuxième pays. Sinon, il devait mettre le premier pays à organiser une CAN à 24. Du coup, ça devient quelque chose de très, très compliqué. L'Égypte, qui était déjà un pays très avancé sur tout ce plan footballistique-là, c'est-à-dire les salles et autres, avait organisé, a pris quand le Cameroun a failli. Donc aujourd'hui, si même le Cameroun n'était pas prêt, ne pouvait pas être prêt en janvier, rien ne dérangeait qu'on joue véritablement la CAN en juin, comme cela s'est passé l'année dernière. Mais si vous voyez que les autorités ont accepté que la CAN se joue en janvier, alors sachez que c'est comme cet aveugle-là qui vous dit qu'il va vous lancer un caillou et qu'il a déjà le caillou en main. Il ne va pas chercher le caillou au moment où il vous promet de vous lancer le caillou. Si on rentre au niveau des stades
allons d'abord voir combien de salles sont retenues pour cela et combien de salles sont déjà prêtes. Je crois qu'à un moment donné, il va falloir aussi que nous-mêmes, quand nous parlons ici, quand on a la possibilité, qu'on aille quand même jeter un coup d'œil pour voir l'état d'avancement et autres. Combien de salles sont retenues et combien de salles sont prêtes. Mais maintenant, on veut nous amener, par exemple, le docteur parlait tout à l'heure de l'éloignement du stade, de quoi comme par rapport au centre hôtelier qui est à Bana, par exemple. Ça, c'est un peu comme si on ne sait pas comment ça fonctionne. Ici, chez nous, ça fonctionne. Ces gens-là seront prioritaires. Donc, ça veut donc dire que quand l'équipe qui réside à Bana, les équipes qui résident à Bana vont aller jouer au stade, on prend les dispositions pour les escorter. Et cela ne va pas prendre 1 heure de temps. C'est ce que j'ai dit. Et justement, non, c'est pas pour être contre ce que vous avez dit. Mais maintenant, d'autres personnes ont parlé des voies d'accès. Prenons l'exemple de cette ville où nous vivons en ce moment. Vous allez quand même vous rendre compte qu'il y a les travaux de réfection et même de reprofilage des routes actuellement. C'est-à-dire que si vous allez du côté de Bounamou, vous verrez qu'il y a ça d'entraînement là-bas et que devant, par exemple, le Caparou aujourd'hui, il y a des travaux. Quand vous voyez la pénétrante Est, autrefois, nous autres, étant même du RDPC, nous avons fustigé le fait qu'on passait 6 heures de temps pour partir de Yaoundé, pour partir de Douala et arriver à Yaoundé. Aujourd'hui, les travaux sont là. Et donc, à ce niveau-là, il n'est pas question d'aller croire que nous allons encore connaître notre glissement, ou bien que nous sommes toujours contents des échecs. Et j'ai bien aimé l'analyse du docteur parce que cet échec-là n'est pas l'échec du président Biya. C'est l'échec de tous les Camerounais. Un peu comme Allemand avait dit, la CAN est pour les Camerounais. Il disait que ça a été au président du palais présidentiel. Il n'a pas dit que c'était pour le président Biya. C'est pour les Camerounais et chaque Cameroun doit contribuer pour que justement la CAN se tienne au Cameroun, se joue au Cameroun. Et vous savez très bien les moyens que l'État m'a mis, même pour subventionner certains hôtels au Cameroun par rapport à ce que la CAN devait se tenir l'année dernière. Donc, actuellement, nous en sommes là maintenant. Il est question d'accompagner, et c'est pour ça que moi je suis même d'accord, s'il faut là de nous, elle nous doit être là, pour nous taper sur les petits doigts que, attention, vous êtes en train de perdre le temps ici, vous devez déjà faire telle chose. Pourquoi pas? Puisque 16 équipes pour 24, c'est beaucoup. Et maintenant, la vérité c'est que nous sommes déjà pratiquement sur le plan des stades. Les stades sont quasi finis. Et vous avez si bien fait d'indiquer tout à l'heure que si Olympe n'est pas prêt, je crois que le stade Amadou Ahidjo est prêt. Le stade de Amadou Ahidjo est prêt. Donc cela veut donc dire qu'avec la nounou que nous avons là, ensemble avec les autorités camerounaises, tout cela va se passer. Et puis la nounou n'habite pas au Cameroun. La nounou peut souvent venir pour venir inspecter peut-être 3 mois après, peut-être 6 mois après, comme Alex l'a dit tout à l'heure, que d'ici juin ou juillet, il va falloir que tout soit prêt. Effectivement, avant juillet, il y aurait peut-être une descente d'évaluation, bien entendu. Et ce n'est pas un phénomène nouveau. Même quand nous avons dans les... Ne passons pas du football aujourd'hui. Même des projets où la Banque mondiale et autres nous financent là, il y a toujours un gendarme derrière pour s'assurer de ce que le suivi est fait dans les règles de l'art. Merci à vous d'avoir joué au jeu de ce premier sujet dans le cadre de Tous Azimuts de ce samedi. Nous parlions de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Le Cameroun est certes sur le pied de guerre, mais également le Cameroun continue à se mobiliser pour être prêt le jour dit et satisfait donc à la fois à la volonté du peuple camerounais, mais également à la volonté du continent noir tout entier, parce que c'est la messe du football africain. Nous ouvrons l'autre sujet non moins important, celui des violences en milieu scolaire. Cette semaine, on a enregistré des violences dans des établissements comme une traîne de poudre. Certains m'ont parlé de buzz dans les établissements scolaires. Et pour la gouverne de nos téléspectateurs, le numéro qui s'affiche au bas du petit écran n'est pas un numéro d'appel. Envoyez-nous simplement votre SMS et nous nous ferons le plaisir de lire votre SMS au moment venu. Alors, permettez que nous ouvrons cette partie avec l'enseignant qui est sur le plateau. Dr Kessomba, vous êtes certes à l'université, mais c'est également l'enseignement. Un enseignant qui se fait poignarder ainsi par son élève. Qu'est-ce que cela peut traduire dans l'environnement social et même dans l'environnement scolaire aujourd'hui? Frédéric, permettez-moi d'avoir une pensée profonde pour ce jeune collègue, pour sa famille, s'il avait des enfants, s'il avait une épouse, parce que c'est inimaginable. Je me pose simplement la question de savoir, est-ce que c'est une fatalité d'être Camerounais? Je dis non. Mais est-ce que c'est une fatalité d'avoir choisi le métier d'enseignant?
J'ai dit peut-être oui. Mais est-ce que ce n'est pas une fatalité générationnelle? Je pourrais vous aussi dire. Parce que je vais vous dire, M. Frédéric Moutemé, aujourd'hui, on se rend compte que les rapports entre enseignants et élèves, ou du moins, quand on regarde les agents de socialisation dans un État, nous avons d'abord la famille. Après la famille, c'est l'école. Et après l'école, c'est la religion. Voilà les trois agents de socialisation. Et chaque agent, à son niveau, a un rôle important à jouer. Cela veut dire que, commençons par la famille, qui est la première phase de socialisation. Si déjà les parents ont abandonné les missions qui sont les leurs ou qui sont siennes, au profit de l'enseignant qui est du côté de l'école, cela veut dire que l'enseignant aura une surcharge de travail. C'est-à-dire qu'il va d'abord remplacer ce qu'aurait pu faire le parent à la maison et maintenant mener lui-même sa propre activité de transmission, d'enseignement, d'inculcation du savoir et voir dans quelle mesure, parfois quand c'est un peu trop fort, on se reverse, on bascule vers le prêtre. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais indiquer que, Frédéric, aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il y a un basculement, ou du moins, qu'est-ce que je veux dire, les apprenants que nous avons, on a l'impression que aujourd'hui, peut-être avec les facteurs tels que les nouvelles technologies de l'information, de la communication, c'est-à-dire les portables, l'Internet, les Facebook et tout, avec la pratique aujourd'hui des choses telles que les tramoles, les drogues au sein des établissements publics, tous ces phénomènes rassemblés portent à croire qu'en réalité, il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez, le lundi, c'est le sous-préfet qui met à genoux un enseignant. Le mardi, c'est un commandant de brigade qui tabasse un général au lycée de Bonassama. Le mercredi, c'est un militaire qui tape presque à mort une enseignante à Bafoussam. Le jeudi, c'est un parent qui gifle un surveillant de secteur. Et les stockages est porté le vendredi par nos apprenants qui ont des attitudes, j'allais dire, méprisantes et criminelles à l'endroit des enseignants. Donc, ce que je dois dire par rapport à la question que vous posez, M. Frédéric, reconnaissons simplement qu'il y a quelque part une chute, une décrépitude dans l'esprit et la formation des enfants que nous avons aujourd'hui. Je vais vous prendre un exemple. Moi, à mon époque, c'est vrai, le mois il y a ça, mais il n'est pas condamnable. Il n'est pas condamnable. Tout simplement parce que je me rappelle qu'en sixième, mon professeur de mathématiques avait porté un pantalon baissé. Quand il s'est retourné au tableau pour écrire, nous tous on s'est mis à rire. Et moi, j'étais celui qui a ri le plus. Et quand il se retourne, il n'y avait que mes dents qui étaient dehors. Alors le professeur de mathématiques a fait semblant, n'avait pas vu. Monsieur Frédéric, il m'a donné une gifle des plus légendaires. C'est-à-dire, j'ai vu les étoiles. Que vous n'avez pas oublié. Et que je n'avais pas oublié. Vous en parlez encore aujourd'hui. J'en parlais encore aujourd'hui. Vous voyez, j'ai vu les étoiles et j'ai fait près de 40 minutes, je ne comprenais, je n'entendais rien. Et quand je suis allé dire au père, j'ai cru que j'étais sauvé, mais au contraire, à l'annonce de la nouvelle au père, le père lui m'a plutôt pris, mais il allait presque me tuer si ma mère ne venait pas. Donc c'est pour dire qu'en réalité, à l'époque, quand le parent vous faisait le même truc à votre père, il vous dit, je vais aller dire à votre maître. On avait plus peur du maître que du père biologique. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des responsabilités que peut-être nous allons évoquer plus tard, mais je préfère pour ce premier jet me limiter là. Alors, y a-t-il une crise de socialisation avec tous ces différents acteurs qui ont été évoqués en première partie par le docteur Louis-Jean Essomba? Oui, Frédéric, il faut préciser que la chaîne éducative, comme le précisait le docteur Louis-Jean Essomba, en réalité part de la famille, transite par l'école et au milieu, il y a les enseignants. Je voudrais faire remarquer quand même que pour être plus proche des parents qui nous écoutent, que les prémices en réalité, parce que l'assassinat de l'enseignant Tchakounte, je fais d'ailleurs mes sincères condoléances à sa famille, n'est que l'apogée de toute une série de prémices qui ont été observées. Je viens de la cité SIC, c'est un quartier de Douala dans le 5e arrondissement, où il y a un CES qui a été installé depuis quelques années. On a quand même observé il y a 2 ou 3 ans, dans ce CES, des jeunes enfants
garçons et filles, qui arrivaient au point de tomber en transe simplement par une consommation excessive de ces stupéfiants, de ces drogues qu'évoquait le docteur Essomba. Donc c'est de dire que en réalité, le mal est lointain. Et aujourd'hui, les conséquences sont là. On assiste à l'assassinat des enseignants. Moi, je voudrais évoquer une absence criade de l'action des parents dans la famille, qui est le principal levier en réalité de la formation de l'individu qui est servi à la société, qui arrive à l'école. Pour dire aux parents qu'en réalité, ce qui est arrivé à l'enseignant Tchokoté, j'allais même dire ce qui est arrivé également à cet élève de 14 ou 15 ans, on va dire, 17 ans, qui est un mineur, dont en réalité la responsabilité de sa formation, au-delà de son parcours instructif à l'école, incombe à ses parents, de dire à ses parents que quelque part, eux aussi, ils ont failli. En réalité, c'est un enfant qui, lorsque vous regardez certaines vidéos faites par ses camarades de classe, donne à penser quand même que cet enfant aurait dû être encadré au niveau de la famille et peut-être que cet acte odieux ne serait pas arrivé. Frédéric, je finis en disant que on ne saurait se limiter à interpeller les parents. Nous sommes dans un espace qui est régi par une autorité, qu'est le gouvernement, qu'est l'État. L'État également est absent en réalité. Si aujourd'hui on a les enseignants qui se plaignent, moi j'ai suivi beaucoup de reportages où les enseignants disent, sans plus se cacher même dans les reportages, qu'ils ne sont pas en sécurité dans les salles de classe. Ça interpelle qui? Je pense que c'est l'État. Alors, je pense que nous, au PCRN, vous me direz que c'est la campagne, mais pas du tout. À l'occasion de la campagne présidentielle, notre candidat avait proposé un modèle, une éducation de mission, en réalité qui met en corrélation les APE, par exemple. Je chute par là. À quoi servent en réalité les APE dans les établissements? Les APE devraient permettre à interpeller, à conscientiser même les parents à leur action, à se rassurer de ce que les enfants font quand ils ne sont pas à leur niveau à la maison. Alors, Alex Nguepi, on nous parle de parents, mais on sait également que dans cette semaine, au-delà de l'enseignant qui a été tué, on a vu des violences élèves contre élèves. L'école n'est plus le lieu de savoir pour devenir un champ de guerre ou alors vice-versa. Que se passe-t-il véritablement dans nos établissements du triangle national? Que se passe-t-il dans l'établissement? La malgouvernance, le politique. On va dire, vous avez toujours politique, bien sûr, très politique, malheureusement. Je me rends compte qu'on passe le temps à pointer un doigt accusateur aux parents. C'est vrai, les parents ont tort. Les parents ont tort d'avoir trop accouché. Il y a une époque encore, on parle de planning familial, on demande aux gens de faire énormément d'enfants. Ils ont tort parce que ces parents-là sont payés à 36 250 francs. Ils sont deux, ils ont 6 enfants. Alors, leur salaire jumelé fait soit 13 000 francs. Ils doivent avoir un appartement de 40 000 francs, parce que ça devient cher au Cameroun. Alors, ces parents sont obligés de faire d'autres boulots. Ils vont au boulot à 6 heures, ils terminent à 14 heures, et ils font encore d'autres boulots, d'autres travail, pour joindre les deux bouts. Afin que ça puisse cumuler, puis atteindre 150 000 francs. Oui, ces parents ont tort de le faire. Parce que ces parents, en le faisant, ils ont abandonné leurs enfants. Le parent, la famille, est le premier socle dans un État. Le parent est le premier éducateur de l'enfant. Le parent est celui-là qui est le premier avocat. C'est celui-là qui protège au mieux les droits de l'enfance dans la société. C'est le parent. Lui, les parents ont failli. Les parents ont failli parce qu'ils ont laissé cet enfant mettre le couteau dans son sac et aller à l'école avec. Le parent a failli parce qu'il sort à 6 heures, il rentre à 22 heures. C'est l'enfant le plus âgé à la maison qui devient la mère, le père. C'est l'enfant le plus âgé qui prépare pour ses frères, sœurs. Généralement, l'enfant passe une journée sans voir son papa nécessairement. Parce que le papa rentre à 20, il sort à 6 heures, rentre à 21 heures, ils sont endormis, il reçoit à 6 heures, il voit que leur grand frère. Et cet enfant de 17 ans-là, c'est cela justifie qu'un enfant arrive à ce type de délinquance. C'est un enfant, les droits d'enfant s'appliquent à un enfant. Reste l'aîné d'une famille, oui. Je voudrais qu'il y ait un accompagnement.
et de la victime et de cet enfant également, de cette famille. Parce que son père ou sa mère n'avaient jamais imaginé que l'enfant pouvait commettre un acte aussi crapuleux, ce type de crime. Oui, ils ont tort, nos parents. Nous, parents, avions tort parce qu'on a délaissé nos rôles. On a délaissé nos enfants eux-mêmes. On les a abandonnés. Et également, la société camerounaise a tort, parce que la société camerounaise, pour commettre un tel crime, il faudrait que l'enfant puisse prendre des stupéfiants, des drogues dures. Et cette drogue-là est vendue dans la société camerounaise. Oui, nous avons tort. Nous tous ici dans ce plateau, en tant que Cameroun, on a tort parce qu'on a abandonné nos jeunes. On a permis que nos jeunes puissent être, puissent vendre, consommer des drogues dures. On a laissé faire, oui. Mais il y a il y a notre responsable qu'on ne veut pas indiquer, qu'on ne veut pas pointer. L'État, ceux qui ont en charge la gouvernance, la chose étatique. Parce que vous voyez, monsieur, ce qui se passe, c'est que il y a un statut d'enseignant qui dit qu'après 10 ans, vous devez de facto surveillant général, avec prérogative d'un surveillant général. Ce statut n'est pas appliqué. Vous savez que le site de classe de Colbison, je le connais parce que j'ai appris le système de Colbison dans l'année 2000. C'était encore un village, Colbison. Savez-vous que ce lycée classé-là a à peine 5 surveillants généraux? À peine 5 surveillants généraux. Qui doit être le policier dans l'enceinte de l'établissement? Ce sont les surveillants généraux, qui sont les policiers. C'est eux qui ont le droit. Si le parent n'a pas fait le sort de l'enfant, le matin, à l'école, pour sortir de la maison, le surveillant général doit se rassurer que l'enfant ne doit pas entrer dans une salle de classe avec des objets dangereux. Mais ils sont sains, ils sont débordés. Parce que ici au Cameroun, monsieur Moutomé, on a tout politique. Pour être surveillant général, il faut être le frère du cousin de tel parti politique. Oui, monsieur, si ce statut avait été appliqué, au lieu d'avoir 4 surveillants par lycée, on aurait pu avoir 15. Parce que ceux-là qui, une fois, auraient passé 10 ans, rien n'empêche à un surveillant d'enseigner. Ceux-là auraient pu continuer à enseigner. D'accord. Et on aurait eu un surveillant, monsieur, c'est laissez-moi chuter. Non, chutez rapidement, s'il vous plaît. On aurait eu un surveillant par sac de classe. Et ce surveillant-là aurait fouillé le sac de l'enfant. Et il aurait découvert ce couteau, cet objet criminel qui a permis de tuer un enfant. Et ce qui aurait pu être. Alors, aujourd'hui, on nous parle. L'État, ceux qui ont en charge de la chaîne étatique, ont tort parce qu'ils n'ont pas appliqué le statut de l'enseignant. Le statut de l'enseignant aujourd'hui est soulevé dans le cadre de cette situation. Merci beaucoup, Alain Gepi. L'État a-t-il suffisamment tort, ou alors il faut se dire on est dans une situation de tort partagé à raison de cette dérive observée des élèves avec des couteaux dans les sacs de classe. Et on se souvient encore de ce meurtre du côté du lycée Bilingue d'Eido qui avait suscité beaucoup de mois. C'était un élève qui était mort. Aujourd'hui, c'est un enseignant qui est décédé à raison de cette situation toujours d'insécurité. Pourquoi, comment doit-on toujours avoir des situations comme celle-là dans nos établissements? Est-ce du fait de la drogue? Est-ce du fait des parents qui n'assument pas leurs responsabilités? Est-ce du fait de l'enseignant qui ne peut pas ou ne sait pas être l'enseignant, à la fois le parent, dans une salle de classe? Tous donc coupables. Je partage donc l'avis de Alex Ngepi. Nous sommes tous coupables, mais à divers niveaux. Parce qu'il faut bien signaler cela. Les parents, d'ailleurs, les premiers orateurs l'ont dit, les parents ont abandonné l'éducation au seul enseignant. Dieu seul sait qu'ils ne sont même pas nombreux. Parce que si je vais continuer à parler, non sans avoir quand même une pensée pour ce jeune homme de 25-26 ans qui était déjà enseignant de mathématiques. Et je dis, c'est le Seigneur qui en a voulu ainsi. Allez voir dans quelle salle de classe il a enseigné. On a montré le banc sur lequel son bourreau était assis entre deux filles. Dieu seul sait dans quel type de banc. Mais sur quel type de banc il était assis. Mais maintenant, moi, je voudrais commencer par la maison. Parce que justement, nous sommes tous des parents d'élèves ici. Et nous pensons que tout doit commencer par la maison. Je suis très d'accord avec le docteur Essomba. Autrefois, quand à la maison vous êtes un peu délinquant, c'est chez l'enseignant quand le parent allait se plaindre. Et même quand il vous annonçait qu'il va aller se plaindre, vous pouvez même vous coucher parce que vous savez que le traitement sera rude. Et je prends donc le milieu parce que j'ai situé ça sur les parents, les enseignants et les pouvoirs publics. Je parle au milieu pour dire que les enseignants aujourd'hui, tellement ils sont jeunes, parce que les enfants vont à l'école, parce que quand vous voyez un peu le jeune homme avec son bourreau, il y a une différence d'âge, ce qui fait qu'à un moment donné, ces jeunes-là ont des envies, parce qu'il y a une des camarades
du garçon qui a dit que ce n'est pas la première fois que ce garçon-là bagarré avec l'enseignant. Mais sauf que elle n'a pas continué en nous disant que l'enseignant s'est plaint au conseil d'établissement, chez les surveillants et tout ce que vous pouvez imaginer. Ça veut dire que peut-être il s'est dit que l'enfant allait changer. Or, il y a ce phénomène des petits, je vais dire ça comme au quartier. Parce que quand vous avez un jeune enseignant, mon Dieu, ce n'est pas évident de se ressaisir à un moment donné. Mais nous, tout le monde n'a pas l'âge du docteur Essomba, qui lui, il a la maîtrise de la chose. Oui, la maturité dans l'enseignement. Ce qui fait que les mêmes petites que les élèves peuvent chercher sont les mêmes petites que les enseignants, entre guillemets, peuvent également chercher. Du coup, Vous venez mettre ça en difficulté les enseignants. non, honnêtement, si nous voulons faire un diagnostic, soyons honnêtes. Un enfant de 25 ans peut chercher les filles du lycée, qui sont ses élèves. Mais ce n'est pas encourageant. Nous disons qu'il vaut mieux qu'il aille chercher les petites filles ailleurs et non là où il enseigne. Là encore, ça interroge comment est-ce qu'on forme. Docteur Essomba, c'est vous qui formez ces enseignants-là au quotidien. Il vaut mieux leur dire, allez chercher les petites ailleurs et non là où vous enseignez. Ça, c'est un peu la responsabilité des enseignants. Maintenant, la responsabilité des pouvoirs publics est bien claire. Hein? Ne pensons pas que pour construire notre pays, il faut dire que tout va bien. Non. Premièrement, l'État a abandonné l'enseignement public. Parce qu'on a libéralisé le secteur. Je veux dire, vous n'avez pas encore entendu qu'il y a eu ce cas dans des collèges privés laïques. Parce que là-bas, on paye cher et c'est du sérieux là-bas. On a libéralisé donc beaucoup d'autres enseignants du public, donc dans ces collèges-là. Là-bas, c'est du sérieux. Si vous essayez, si un élève est récalcitrant au premier trimestre, même si son parent a tout payé, comme on dit, s'il est récalcitrant, il est renvoyé et on ne le rembourse même pas 100 francs aux parents. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que pourquoi tant de sérieux là-bas et de suivi? Pourquoi est-ce que le secteur public est abandonné? Tout à l'heure, quelqu'un a voulu faire l'économie de ça, peut-être qu'il est allé plus loin. Alors on dirait d'abord voir comment les enseignants sont rémunérés. Et du coup, l'enseignant est, je ne dirais pas qu'il est pauvre, mais l'enseignant face à l'élève, que nous, les parents à la maison, nous donnons beaucoup d'argent pour aller à l'école au matin, et l'enseignant donc, qui vient sur le Ben Sikin, comme on dit, et que l'élève vient même à bord d'une voiture. Du coup, il y a quelque chose qui ne va pas, Frédéric. Donc je crois que des cas comme celui que vous avez cité en Diadio l'année passée, et ce taux de cas qu'on a vécu à Yaoundé, et même les autres cas de violence des élèves, doit amener le gouvernement à se ressaisir et à reprendre ses responsabilités. Ces lycées-là où il y a 130 élèves dans une salle de classe, premièrement, ce n'est pas normal. Un enfant de 25 ans, futur professeur, a-t-il la capacité de gérer ces 130 élèves-là facilement et maîtriser le comportement de chacun? Je ne pense pas. Alors, je vais vous interroger sur deux volets avant de revenir avec le docteur Essomba. Georges, est-ce que l'État ou les parents ont laissé à volo leur responsabilité vis-à-vis des enfants? Et d'autre part, c'est un crime qui a été commis au lycée de Colbison. Donc, forcément, le droit doit pouvoir intervenir. Comment est-ce qu'on doit pouvoir l'expliquer de façon simple pour que les uns et les autres puissent se dire quand même que lorsqu'on pose un tel acte, on est pénalement responsable? D'abord, en ma qualité de journaliste, je vais dire que c'est une actualité qui a été très pénible à traiter. Tout simplement parce qu'il y avait du sang partout, il y avait des échauffourées, mais aussi un jeune enfant de 15 ans qui a été menotté et embarqué par la police, mais surtout ce jeune professeur qui est décédé de suite de ses blessures. Donc c'est une actualité extrêmement lourde à traiter. Je partage avec les copanélistes des hommages à l'endroit de la famille du défunt, mais également à l'endroit du lycée de Colbison qui a quand même vécu un climat assez difficile. Pour répondre à votre question maintenant, je pense qu'aujourd'hui on parle de communauté éducative. Le professeur a parlé tout à l'heure d'agents de socialisation et M. Toueli a parlé de la chaîne éducative, mais c'est plus la communauté éducative puisque nous sommes dans le secteur de l'enseignement. Et la communauté éducative est constituée des parents d'abord, de l'État et de l'établissement. Et je crois qu'à ce niveau, les responsabilités devraient être partagées. D'abord au niveau de la famille, nous notons quand même qu'il y a une forte crise d'autorité au sein
de la famille, parce que le parent aujourd'hui a perdu totalement le contrôle et l'autorité sur la progéniture. Au niveau des établissements scolaires publics, parce qu'il faut savoir faire la distinction entre le public et le privé, au sein des établissements scolaires publics, on s'aperçoit également qu'il y a une crise d'autorité entre la hiérarchie éducative et les élèves, les apprenants, comme vous le dites. Mais également, je crois qu'il y a également une crise d'autorité entre l'État, qui est le troisième maillon de la communauté éducative, entre l'État et les deux autres moyens qui sont constitués par les parents et les établissements scolaires. Parce que l'État a un rôle régalien, il a un rôle réglementaire, il a un rôle d'encadrement. Mais on se rend compte que dans le public, il y a ce déficit de rôle régalien et d'encadrement. C'est ce qui conduit à ce qu'on a vu en Colbison. On a cité le cas de Bafoussam, on a cité un autre cas de Bonabéry. Et pour moi, voilà, effectivement, et pour moi, ce sont des causes immédiates de ce type de drame. Parce qu'il y a des causes lointaines qui ont été évoquées par M. Tueli et Alex. On a évoqué les cas de la drogue, parce que dans la plupart des établissements scolaires publics aujourd'hui, lorsqu'on fouille les sacs des apprenants, on y trouve de la drogue. Des choses. On y trouve des armes blanches. On y trouve des préservatifs. On y trouve autre chose qui ne devrait pas s'introduire dans un milieu éducatif. Ça participe des causes lointaines de ce type de catastrophe. Mais également, je crois qu'il y a des rapports interpersonnels entre la hiérarchie éducative. Si vous voulez, arrêtons-nous au niveau des enseignants, entre les enseignants et les élèves. Monsieur le candidat du RDPC sur ce plateau a pris un exemple assez remarquable sur les filles qui s'introduisent généralement dans les relations entre les professeurs et les élèves. Ça peut créer des tensions également. Et ça peut également dégénérer à ce qu'on a vu la dernière fois en Colbison. Je crois qu'on doit couper la poire en trois, la partager entre la famille, entre l'État et les établissements scolaires. Mais le rôle prépondérant ici appartient bien évidemment à l'État, qui a la main mise sur les deux autres strates de socialisation. Et je crois que la ministre des Enseignements secondaires, qui devait se rendre en mission du côté de Yabassi, a interrompu sa mission pour venir s'en rendre compte elle-même de ce qui s'est passé en Colbison. Ça doit être fait régulièrement, pas de façon ponctuelle. Et je pense qu'il faut remettre sur la table le dialogue au sein de la communauté éducative, parce qu'on a comme l'impression que ce dialogue est complètement rompu. Et ça aboutit à ce qu'on a vu en Colbison. Il faut relancer le dialogue. Et sur le plan du droit maintenant, vous savez, il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'homme et c'est vrai que le principal agent mortuaire, c'est un mineur, mais il est malheureusement soumis à la loi. Et il va répondre de cet acte devant les tribunaux. Notre code pénal sanctionne sévèrement les assassinats. Et lorsqu'ils sont prémédités, parce qu'il y a des signes de préméditation, et je pense qu'il a été arrêté par la police. La suite de la procédure prévoit qu'il sera entendu par le procureur et certainement il y aura un procès. Mais ce n'est pas parce qu'il est mineur qu'il ne doit pas faire face à la loi. Il sera sévèrement sanctionné. Mais je crois qu'au-delà de la sanction, il faut quand même une socialisation, un accompagnement social des apprenants dans nos établissements publics. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons, nous, les journalistes, à ce qui est vivement, qu'on installe vivement des services des affaires sociales dans tous les établissements publics, au moins dans la majorité des établissements publics, afin que lorsqu'on perçoit des signes de tension ou alors des débordements des élèves à l'endroit de la communauté éducative, qu'ils soient tout de suite interpellés et qu'ils soient ramenés à l'ordre. Ce n'est qu'à ce prix-là qu'on pourra éviter le type de drame qu'on a observé du côté. Alors, il nous reste 10 minutes autour de ce sujet. Chacun de vous a une prise de parole de 2 minutes chrono en main. Docteur Essomba, vous l'avez dit tout à l'heure, hier ça marchait, aujourd'hui ça ne marche pas. On parle de resocialisation, alors qu'il n'y a pas longtemps, on a tenu des états généraux de l'éducation au Cameroun. Malheureusement, on est encore avec des travers aussi dramatiques. Comment on fait pour en sortir véritablement? Oui, pour en sortir, déjà, il faudrait qu'au niveau de l'État, qu'on reconsidère le statut de l'enseignant au Cameroun. Je le disais sous autre plateau, je pense le réitérer ici. Monsieur Frédéric, vous ne pouvez pas vous imaginer, je suis moi docteur chargé de cours. Si je fais une comparaison en termes de traitement salarial et du traitement des conditions de vie, vous allez vous rendre compte que c'est inimaginable. Nous sommes les derniers en Afrique et les derniers dans la sous-région à avoir ce traitement. Et ce n'est pas normal. Le Cameroun a le plus grand nombre d'intellectuels en Afrique et le plus grand nombre d'agrégés. Nous sortons là d'un concours d'agrégation au Burkina Faso. Le Cameroun a encore ravi la palme d'or du nombre impressionnant d'agrégés.
Ça ne peut pas s'expliquer que dans un cas d'espèce, que nous soyons traités de cette manière. Et imaginez-vous, et ça, mon ami le RDPC l'évoquait tout à l'heure, vous arrivez par exemple pour travaux dirigés, vous, enseignant d'université, derrière une moto, or vous avez un étudiant qui sort d'un taxi, ce n'est plus la même chose. Et un autre qui vient dans une autre voiture climatisée, il se gare. Et il vous voit arriver derrière une moto. Monsieur Frédéric Motemé, développer toutes les théories du droit administratif, du droit constitutionnel. Mais l'image qu'il aura de Mais vous... ça n'enlève à rien que vous êtes toujours enseignant. Oui, on est toujours enseignant, mais je crois déjà qu'il faut soigner l'image. Il faut soigner l'image. Mais Frédéric, imaginez, vous pouvez pas aller aux travaux dirigés, vous mettez un pantalon percé de partout. Même si vous venez expliquer cette séance, l'étudiant va d'abord vous observer parce que vous êtes un modèle. Et l'esprit du modèle passe partout, c'est-à-dire il vous apprécie, autant dans l'habillement, autant dans la transmission des connaissances. Donc moi je pense que, et on l'a dit, regardez, quand le président de la République a vu son maître d'école primaire, du haut de sa statue de chef de l'État, il s'est plié en quatre pour nous saluer. C'est un acte de valorisation. Vous avez vu une image qui a circulé sur les réseaux sociaux, un pilote qui a reconnu son maître d'école primaire assis parmi les voyageurs. Quelle en était la réaction? Donc c'est ce qui manque aujourd'hui. Les enseignants ont un sentiment de vacuité, de ne servir à rien. Pourtant, nous avons une fonction la plus noble. Allez-y en Corée du Sud. Le fonctionnaire le plus payé, c'est l'enseignant. Donc, commençons d'abord à construire ce statut au sommet de l'État pour qu'à un moment donné, on revienne donc sur les sentiments de ce que l'enseignant doit être respecté. Est-ce qu'il faut revaloriser le paiement tout en ne perdant pas de vue que l'enseignant, c'est comme le sacerdoce? Est-ce qu'il faut forcément revaloriser l'action salariale de l'enseignant pour lui redonner toutes les lettres de noblesse qu'il avait dans la société? Il l'a relevé tout à l'heure, jusque dans les années 90, 99, avant les années 2000, l'enseignant était toujours respecté tant dans l'établissement qu'en dehors de l'établissement. Même avec les signes extérieurs des richesses. Oui, c'est ça qui nous amène à faire l'enseignement. Effectivement. Dans le développement du docteur Luison Essomba, j'ai cru qu'il allait évoquer le solde de son net à percevoir, ce qu'il a fait sur un autre plateau. Mais voilà, il s'est gardé de ne pas le faire. Je l'avais déjà fait. J'aurais aimé qu'il le fasse, ça m'aurait permis de dire un truc. Puisque vous connaissez le montant. Bref, ce que je voudrais dire en réalité, c'est que on a évoqué ici le statut de l'enseignant dont les différentes conséquences du délaissement de cette jeunesse, de cette éducation permet d'arriver et permet de déterrer en réalité ce problème du statut de l'enseignant, qui en réalité est un problème sérieux, parce que il faut quand même le dire, pour passer très rapidement et pour faire redondant avec ce que le docteur Luison Essomba a dit, il est quand même curieux de voir que ceux qui forment toute la chaîne sociétale soient justement ceux qui soient les plus lésés au niveau. Ça peut être une très mauvaise excuse à prendre à présenter. Le PLEG qui sort de l'école normale a le même statut, je crois, que le commissaire de police qui sort de l'école, mais au niveau de leur revenu salarial, quand les deux sortent de l'école, c'est pratiquement il y a une différence énorme, il y a un gap énorme. Je pense qu'il y a beaucoup à voir à ce niveau. Et ça interpelle une fois de plus, nous qui sommes des acteurs politiques, à œuvrer, à sensibiliser les populations, à nous permettre d'accéder aux affaires pour pouvoir pallier à cela. Mais je voulais sortir. Non, on a dit 2 minutes. Je suis à 1 minute, Frédéric. Vous avez appelé 2 minutes. Non, ne gardez pas le minute, monsieur. Ne gardez pas le minute. Vous avez l'air de prendre 1 minute. Je finis en disant que deux petites choses en moins d'1 minute. 30 secondes. Je partage l'avis de Georges sur le fait qu'il serait important, parce que là nous allons dans le sens des propositions pour que les choses s'améliorent. Faites vos propositions, vous perdez encore le temps. Il serait important et peut-être même urgent que la communauté éducative, les différents maillons de la communauté éducative puissent trouver des espaces pour s'asseoir et se parler, afin de pouvoir résoudre ces différentes questions et évoquer même le statut des enseignants. La deuxième chose pour sortir, c'est que en réalité, M. Nguepi,
a évoqué avec beaucoup de lyrisme le fait que les parents... Laissez ce que M. Guépi a dit. Dites votre proposition. Voilà. Les parents, on ne tire pas sur les parents pour tirer. Les parents se battent déjà pour envoyer les enfants à l'école. C'est à saluer. D'accord? Ce qu'on dit, c'est que les parents devraient être plus regardants au niveau de ce que les enfants font Merci, en vous avez pris dehors 3 minutes de leur contrôle. Alex Nguepi. Oui, d'abord, ce problème-là, il faudrait qu'on arrête d'avoir le déni. Hein? Qu'on arrête d'avoir le déni de penser que c'est juste les parents. Il faudrait qu'on soit clair, qu'on soit franc, de reconnaître que c'est tout le monde et particulièrement notre gouvernant, que c'est un peu de mal gouvernance qui sévit, qui est là. Et votre proposition pour sortir de ça? Comme solution d'abord. L'histoire des caméras, il y a les mauvaises solutions. La mauvaise solution serait qu'on dise qu'il faudrait mettre des caméras dans chaque établissement. C'est pour justifier encore le vol que les gens veulent opérer. On va acheter 10 000 caméras, on dirait ça à côté 5 milliards ou 10 milliards. Je vais vous dire, M. Frédéric, dans le d'une thème où je viens, il y a un CS, de Tor 2, il y a une école là-bas. Cette école, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité là-bas. Pourtant, le bas, je me blesse trop. Là, ils mettent les caméras, ça fonctionne avec quoi? Avec l'électricité de la sorcellerie ou quoi? Je ne sais pas. Donc, quand on dit de mettre les caméras, il faudrait qu'elles puissent être appliquées partout. On se rappelle d'un reportage au nord où nous avions 550 élèves dans une salle de classe, ils sont assis à main le sol, et vous dites comme solution, il faudrait acheter des caméras. Donc, on arrête d'entuber, ça c'est une bonne solution. Une des bonnes solutions serait d'appliquer le statut de l'enseignant. Dire qu'il prévoit que 10 ans vous êtes étudiant en général, 15 ans vous êtes censeur, je crois 18 ans, 20 ans vous êtes proviseur. Donc si on applique ce statut-là, au lieu qu'on ait dans les établissements 4-6 étudiants généraux, on pourra en avoir 20, 25. Ils pourront tuer des professeurs, mais ils auront en charge une salle de classe. Du coup, ils pourraient bien faire la police dans cette salle de classe. D'accord. Monsieur Félix, je ne fais pas 2 minutes. Ne faites pas ce coup. Je suis en train de compter dans mon timing. Deux grâces. Donc, en outre aussi, il faudrait qu'on arrête de faire croire aux Camerounais qu'on devrait mettre un policier derrière chaque station. Le Cameroun est assez militarisé, assez sécurisé. Les policiers n'ont rien à faire dans les lycées et collèges. Qu'on soit clair dessus. Donc, ceux-là qui veulent prôner pour qu'on militarise le Cameroun, qu'on arrête cela et qu'on fasse confiance aux enseignants, qu'on revalorise leur salaire. Le fameux SMIC qui est à 36 500, c'est l'une des causes pour lesquelles les parents vont faire un multi-boulot et ils ne peuvent plus jouer leur rôle parental, d'être le premier formateur de la société et des enfants. Quand on revalise le SMIC camerounais, 15 000, 100 000 francs, afin que ces parents puissent avoir de meilleurs salaires pour des travails décents. Merci. Et qu'ils puissent vraiment suivre le sang de leur enfant quand l'enfant va à l'école, qu'ils retirent les drogues dures. Qu'est-ce que vous nous les proposez couteaux à comme solution l'intérieur. pour sortir de cette crise, hein? Elle est devenue un peu récurrente, même si on a eu l'impression que cette traînée de poudre s'est répandue très vite et a donné comme une espèce d'effet de buzz, hein, parce qu'on partait de Yaoundé pour Obala pour 100 Mélima, 100 Mélima pour Garoua. Bref, ça allait très vite et ça allait dans tous les sens. Oui, il faut dire à mon ami Alex que l'appel du gendarme, c'est le commencement de la sagesse. Et donc, ici, puisque l'hémorragie est déjà là, pour stopper l'hémorragie, peut-être il va falloir prendre des mesures. Je suis d'accord avec lui. Oui, je suis d'accord avec lui qu'il ne faut pas les caméras, mais il vaut mieux qu'on voit d'abord la présence. Même si ça ne sera pas de manière... Mais dans certains établissements, il y a des caméras. Moi, en 97, déjà, mon proviseur de l'époque, au lycée de Mélon, avait installé les caméras dans le lycée. Ça ne résout pas le problème, monsieur Moutoumé, puisque les caméras ne vont pas voir ce qui est dans votre sac. Donc, s'il n'y a pas de fouille à l'entrée, il y a un problème. Et vous allez vous rendre compte que la situation de Daïdo, je crois que c'est la dénonciation d'un élève. Il a dénoncé une situation de drogue, de trafic de drogue. C'est ça qui a valu son décès, donc son agression. C'est là que l'on dit que même les élèves, ils ont du mal à dénoncer. C'est pour cette raison qu'il va falloir que, au-delà des caméras, qu'on recrute même ce qu'on appelle vulgairement les gros bras, c'est-à-dire assister avec d'un policier ou un gendarme dans des établissements, ne serait-ce que pour les premières mesures, pour essayer de résoudre ce problème. Maintenant, quand vous allez prendre le garçon qui a pointé l'enseignant, sa maman est passée, on va dire comme ça aux aveux, que cet enfant-là est un enfant qui est violent. Que le père a disparu. Le père n'est pas là depuis, parce que ça aussi c'est un aspect qu'il faut soulever. Que quand nous sommes dans les grandes villes avec l'exode rural, ça fait qu'il y a un véritable problème. Lorsque la maman va faire ses bains en route, c'est que les enfants font la derrière, puisque le papa aussi n'est pas là. Alors c'est le noter également. C'est quelque chose qu'il faut vérifier parce que tout le monde est en ville, on fait ce qu'on peut faire, le petit travail qu'on peut, et les villes sont saturées et des comportements peuvent évoluer dans le sens négatif.
Autrefois, le parent n'était pas un parent des enfants X. Quand je pouvais passer en route comme ça, je vois un enfant qui se comporte mal, je peux punir cet enfant-là. Mais aujourd'hui, si vous portez main sur un enfant d'autrui au quartier, M. Moutoumé, vous serez agressé par ses parents le soir. C'est la même chose que les enseignants subissent au quotidien. Parce que le fouet a fait de nous ce que nous sommes, nous autres. C'est le fouet qui a fait de nous ce que nous sommes. Et aujourd'hui, quand un enseignant prend le fouet pour vouloir corriger un enfant, ce sont les parents, tout ce que vous pouvez tout ce qui est imaginé, qui qui viennent. donc, Alors, Georges, c'est ça qui est le devrait-on problème. ramener le fouet dans l'établissement scolaire? Et d'autre part, à l'époque où on parlait de Boko Haram, on avait systématiquement institué dans l'établissement scolaire la fouille des élèves au plus profond. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de cette mesure? Elle semble être balayée d'un revers de la main et du coup, on assiste à des scènes comme celles qu'on a vues, des élèves avec des poignards et autres éléments dangereux en milieu scolaire. Je dirais d'entrée que je milite en faveur de l'amélioration des conditions de travail des enseignants, des conditions financières, des conditions pédagogiques, des conditions matérielles. Et je pense que la situation qu'ils vivent aujourd'hui, malgré leurs interpellations, malgré les grèves qu'ils ont effectuées, leurs conditions ne s'arrangent pas. Et leur dossier est aujourd'hui encore sur la table du Premier ministre. Et n'oublions pas que c'est la condition, la crise au sein de l'éducation qui était à l'origine de l'actuelle crise anglophone que nous vivons aujourd'hui. Sur le fouet, je ne suis pas partisan du fouet, puisque Nous avons le fouet a donné des redressages, des corrigés de monsieur. Ça n'a jamais suffi à ce que l'environnement périscolaire et scolaire soit le plus serein possible. Moi, je milite plutôt en faveur d'une instance dans tous les établissements publics où on va retrouver la communauté éducative. Mais il y a déjà le conseil de discipline. La communauté éducative, permettez-moi, qui est constituée de l'État, des parents, des enseignants, mais cette fois-ci, on va y adjoindre les représentants des élèves. Ils auront des séances de parlement, des discussions, d'échanges. Je crois que ça va contribuer à apaiser certaines tensions qui existent au sein de l'établissement scolaire. Mais je pense également que, et je l'ai dit tout à l'heure, il faut des détachements, une déconcentration des services sociaux dans les établissements publics. D'accord. Merci à vous. Ça permettra de socialiser l'environnement scolaire très tendu, mais ça permettra également qu'il y ait un dialogue permanent entre ces acteurs, Merci à vous, monsieur. Ce n'est qu'à ce prix qu'on évitera des drames de type Colbison. Mais surtout, il faut également effectuer des contrôles ponctuels, comme on l'a vu dans certains établissements scolaires. Et là, je reviens sur la question de Boko Haram, où il y avait des contrôles ponctuels qui étaient effectués. Il faut que ces contrôles ponctuels soient maintenus, mais qu'ils soient réguliers. Parce qu'on a l'impression que parfois ils sont exercés, parfois on les oublie, et ça aboutit à ce qu'on a vu avec des sacs qui sont pleins d'armes blanches. Je crois qu'il faut jumeler toutes ces solutions, et je pense que si cela est respecté, on va éviter le drame. De grâce, invitez souvent des patriotes et des panélistes qui vont tout politiser et embrouiller le peuple sur le plateau. Eh bien, le bonsoir et bonne émission. C'est Salih Douala qui nous envoie son SMS. Le comité exécutif de la CAF n'a jamais attribué la CAN 2021 au Cameroun. C'est l'avis d'un Camerounais qui nous a envoyé son SMS. Bonsoir à vous sur le plateau. Christine qui nous envoie son SMS. Il y a les Camerounais qui ne sont pas fiers lorsqu'ils sabotent le pays, n'en déplaise. Le chien aboie, la caravane passe. Le Cameroun aura sa canne. Elle nous revient en nous disant la violence existait depuis. Ce sont des réseaux sociaux qui les mettent en exergue maintenant. La faute revient aux parents. Ils doivent éduquer correctement et sincèrement leurs enfants. Il y a 10-15 ans, les téléphones Android n'existaient pas. Donc, il n'y avait pas cette vulgarité et cette violence qui est récurrente dans nos établissements. Merci pour ce grand débat. Quelles sont les solutions? On les a dit, hein, et il nous revient en nous disant que pour lui, la violence n'est pas que camerounaise, elle est mondiale. Référez-vous à ce qui s'est passé dans une école aux États-Unis où un élève a tiré sur ses propres camarades et ses enseignants. Bonsoir à vous. Excellente émission, excellent panel. Pour le deuxième sujet, c'est un échec du système en son ensemble. Comment peut-on avoir en 2020 un lycée technique qui ressemble plus à un camp de réfugiés qu'à un lieu de formation? C'est Étienne Bahen de Comondo qui nous envoie son SMS. Dites-moi si
la sécurité de nos enfants ne concerne que le MINESEC, où est le MINAT, où est le MINCOM, où est le MINGEC, où est le MINEDUB, et en plus, aucune réunion d'urgence, ça fait pitié. Non, il y a une réunion de crise avec Pauline Nalova Lyonga qui a dû retourner d'urgence à Yaoundé. Et d'ailleurs, un comité de crise a également été institué au lycée qui est toujours en cours. Les élèves de cette classe-là ont toujours du mal à pouvoir suivre des cours. Ils sont pris en charge par un détachement du ministère de la Santé publique dans cet établissement-là, M. Minka Bahen de PK16. Le rapport entre enseignants et élèves est la dictature, mais les enseignants cherchent la menace que l'enseignement dans les établissements, surtout dans le Grand Nord, où les enseignants menacent les élèves en les insultant. Encore pire pour le cas des sudistes au Nord. On n'enseigne même pas bien, on n'explique pas les cours aux élèves et on commence à les insulter. Quelle est la finalité de ce fait? Il conclut en disant c'est la bagarre. Bonsoir à vous sur le plateau. Moi, c'est Ziggy depuis Yaoundé. Monsieur Ngepi est fatigué d'aboyer sur les plateaux de télévision. Le football n'a rien à voir avec la politique pour votre gouverne. La CAN se jouera au Cameroun. Et si vous n'êtes pas content, vous changez de nationalité. Oh. On va... non. La suite, elle est un peu incendiaire. Je ne la dirai pas. Bonsoir à vous sur le plateau. Le Cameroun ne pourra pas organiser la CAN. C'est un Camerounais, c'est M. Fopa qui le dit. Il va plus loin en nous disant que le régime du renouveau a pris l'engagement de détruire l'enseignement au profit de l'ENAM. Voilà les conséquences. C'est bien dommage dans notre pays. Nous ne sombrons pas dans l'émotion. Le fouet est interdit par la loi à l'école et ne sera plus jamais admis. Il faut juste sanctionner de manière régulière les élèves récalcitrants, par exemple, en les expulsant de l'école. C'est M. Fopa qui nous a envoyé son SMS ce soir. Plusieurs autres SMS sont arrivés dans notre contrôle. Je reviens à vous. Bonsoir, M. Moutomé. Juste vous signaler, on est en train de prendre cela en compte. Vivement que l'État prenne l'encadrement scolaire des élèves et revoie les conditions salariales des enseignants, que M. Alex Ngepi cesse de faire croire que la politique est la solution à une question hautement sensible parce qu'il s'agit de la survie même de la nation camerounaise. M. Dissake qui nous a envoyé son SMS cet après-midi. Bonsoir à vous. Dans sa litanie, un de vos panélistes a oublié de citer les enseignants qui abusent des élèves, qui vendent les notes, qui demandent de l'argent aux élèves par tous les moyens. Non, nous sommes tous responsables et surtout le gouvernement Alain de Yaoundé. Et puis ce dernier SMS avant de revenir dans le débat. Bonsoir au panel. L'école n'est pas en marge de la société et la société actuelle est caractérisée par des mœurs de plus en plus légères. L'État ne protège pas assez nos enseignants. Pourquoi les étudiants des écoles normales ne bénéficient-ils pas du même traitement que ceux de l'ENAM ou de l'EMIA? L'État a institutionnalisé l'injustice. Monsieur Julien Serge, depuis la cité des Palmiers, qui nous envoie son SMS. Alors, nous avons également deux sujets sur le plateau et nous allons ouvrir celui en rapport avec la normalisation, ou du moins la modernisation de la fonction publique camerounaise. 3 jours à Yaoundé, les acteurs étaient réunis pour réfléchir pour une nouvelle fonction publique camerounaise. Cette fonction publique est-elle véritablement malade, Jean Semé? Oui, la fonction publique camerounaise est gangrénée. Je ne vais pas dire qu'elle est malade, elle est gangrénée tout simplement parce que on y trouve beaucoup de travers. Au-delà de ce qu'elle soit pléthorique, il y a des mauvaises pratiques que nous avons observées et je crois que d'abord le ministre des Finances a pris la décision depuis 2018 d'engager une sorte d'opération de comptage physique des personnels de l'État avant les autres opérations qui ont connu des fortunes diverses, l'opération Antilope, etc. Le ministre des Finances a décelé quand même un nombre important de fonctionnaires qui n'existaient pas dans le fichier solde de l'État. On l'estime à plus de... 10 000? Non, c'est, je crois, 25 000 fonctionnaires. C'est beaucoup. C'est beaucoup parce que ça crée d'abord un manque à gagner dans le budget général de l'État, mais ça donne l'impression qu'il n'y a pas eu des mesures de suivi, de contrôle
dans le processus d'intégration de nos fonctionnaires. Et aujourd'hui, vous parliez de ce colloque national sur la modernisation de la fonction publique qui s'est déroulé à Yaoundé du 13 au 15 janvier 2020 dernier, qui opte désormais vers la modernisation, bien évidemment, de la fonction publique, mais de la création d'un nouvel agent public, d'un nouveau personnel de l'État. Et la principale conclusion qui est sortie de ce colloque, c'est qu'on a envie d'arrimer la démarche du ministre des Finances, c'est-à-dire cette opération de comptage physique dans le fichier sol à un comptage physique du fichier personnel pour qu'il y ait un arrimage, d'harmonisation entre les deux fichiers parce que selon les termes de M. Joseph Lé, qui est le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, il faut coller derrière un salaire un visage. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a toujours des personnes qui perçoivent des salaires de façon indue. Alors, je suis favorable à cela, mais il y a d'abord des préalables à mettre en place parce qu'il y a un système, le système CJPES, qui n'est pas toujours bien compris des fonctionnaires eux-mêmes, qui seront pourtant appelés à effectuer des missions dans les 10 régions pour auditionner les fonctionnaires afin qu'on ait un fichier personnel consolidé. Et n'oublions pas que le Cameroun entre dans une ère nouvelle avec le nouveau code de la décentralisation qui va intégrer la fonction publique locale. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui parler de la fonction publique centrale, mais de la fonction publique locale, et tout cela participe de ce qu'on est aujourd'hui un nouveau type de fonctionnaire en arrimant, en harmonisant les fichiers soldes et les fichiers personnels. Fabrice Tolé, est-il possible d'avoir un nouvel agent de l'État dans notre pays? Moi, je voudrais déjà faire remarquer à Georges que... Pourquoi la question vous fait-elle Oui, vous savez, c'est un peu amusant parce que je voudrais déjà évoquer le fait que l'engagement qui est le nôtre à faire de la politique pour essayer d'apporter de nouveaux usages dans l'appareil gouvernant qui est le nôtre, c'est en réalité parce que ce colloque qui est organisé, qui en réalité est une bonne chose sur le principe. Mais moi, j'ai ri tout à l'heure en prenant la parole parce que j'avais une question en filigrane dans mon esprit. Est-ce que lorsque Georges, par exemple, en fait, c'est pas pour m'attarder sur Georges, lorsque Georges évoque qu'on aura de nouveaux personnels, et votre question ressort ça également. Ce n'est pas ça que j'ai dit. En fait, un nouveau type de fonctionnaire. Exactement. Voilà, on se comprend en réalité. C'est de dire que est-ce qu'il y aura de nouvelles personnes qu'on va recruter et les former et les rendre d'une certaine façon. Ça peut se dire que est-ce qu'on peut refonder le personnel existant? La vérité, c'est que non. Mais plutôt ce que vous évoquez là, à dire de retransformer à la limite la mentalité du fonctionnaire actuel en introduisant un certain nombre d'éléments on pourrait même dire un certain nombre d'éléments évaluatifs sur son rendement. Mais moi, je voudrais quand même m'interroger. Est-ce que le colloque qui est organisé par la fonction publique n'est pas juste un élément bis de maintes choses qui ont déjà été faites pour aller dans ce sens? Frédéric, en réalité, si on évoque tout ça, ce n'est pas pour être pessimiste. C'est simplement pour se dire que, comme quelqu'un l'a dit, c'est pour être agréablement surpris de constater qu'en réalité, une fois que les résolutions de ce colloque seront implémentées dans les services publics, une fois que vous allez vous présenter dans un ministère pour obtenir un service public, on ne vous demandera plus, par exemple, de monnayer pour obtenir un service. En réalité, si on parvient à cela, c'est simplement de se dire qu'on aura réussi le pari de transformer les mentalités de ceux qui sont aux affaires en ce moment. Et aux affaires, ce n'est pas en réalité ceux qui gouvernent, mais c'est les personnels, le petit personnel de l'État. Je voudrais donc dire, pour finir, qu'à la vérité, ce qui importe de dire aux Camerounais qui nous regardent, c'est que le plus important, c'est au niveau de là où, de la manette de commandement, là où l'impulsion part. C'est là en réalité le principal levier. Et Georges a bien fait d'évoquer les résolutions du grand dialogue,
où le code général de la décentralisation permet l'implication à un niveau plus qu'avant des élus locaux. En réalité, à partir de là, on pourra, chers concitoyens, évaluer les nouveaux usages par les nouvelles personnes qui vont arriver. Il y a pas au mal niveau de nouveaux des usages qui vont être implémentés sur le terrain dans les jours à venir. Il est question aujourd'hui de donner un souffle nouveau, de rendre compétitive même la fonction publique camerounaise, à la limite, la calquer sur le modèle du privé. Un fonctionnaire, un rendement, donc un objectif à atteindre. Et les moyens pour atteindre les objectifs aussi. L'État a tous les moyens, c'est ce qui a dit très souvent, vous le savez. C'est ce qu'on vient d'évoquer au premier sujet, parlant des enseignants, qui n'ont pas tous les moyens, puisqu'ils sont fonctionnaires également, ne doivent pas donner le rendement escompté. Donc il faut des moyens pour qu'ils atteignent justement leurs objectifs. Je crois qu'il faut applaudir les deux mains si le MINFO n'a pas pris cette initiative. Et il faut bien entendu qu'il soit accompagné par les autres départements ministériels. Parce que nous savons quand même qu'il y a un problème dans l'administration camerounaise. On sait. Il y a des blocus ça et là, on sait. Ça dit qu'ici, il ne s'agit pas d'être opposant au parti au pouvoir. On vit ça au quotidien. Il faut maintenant que ces gens-là soient remis encore sur la table, qu'ils sachent quand même quel est leur rôle. Est-ce qu'on peut arriver avec des fonctionnaires qui, au lieu de demander d'abord 1000 francs, 2000 pour aller fouiller dans les archives, vous rapporter un document, avoir des hommes, des individus qui se disent c'est un concitoyen, il a le droit d'avoir ce service, puisque ce service est voilà. Très bien. Cela veut dire qu'à un moment donné même, on peut réduire tout ce que nous avons créé comme corruption et autres là, comme comité, parce que ça prend beaucoup d'argent et on n'a pas toujours les résultats. Si véritablement cette formation-là est là, et j'ai souvent dit à un moment donné que nous-mêmes, les Camerounais, fonctionnaires, nous encourageons cela. Parce que généralement, on est toujours buté à cette difficulté-là dans les administrations, on ne dénonce pas. Et quand on ne dénonce pas, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces fonctionnaires-là continuent à s'enrichir et nous avons seulement nos yeux pour pleurer. Qu'on soit dans n'importe quel bateau politique, il faut bien que nous soyons capables de dénoncer. Le service public est gratuit. Mais maintenant, ce que moi je sais de notre administration, c'est que quand un ministre vient comme ça avec des réformes, avec des idées, et puis à un moment donné, il sera muté ailleurs, et puis le projet va mourir de sa propre mort. Ça me gêne. Ça me gêne parce qu'on a des cas comme ça qu'on peut citer. Il y a des ministres qui sont arrivés dans les administrations, ou dans les ministères, et ont voulu assainir. Quelques temps après, ils ont abandonné, le successeur ne vient plus continuer au travail. Là, ce n'est pas par hasard que ceux qui viennent souvent jouer les nounous, comme on a appelé tout à l'heure, les gendarmes, ils ont à un moment donné dénoncé que l'administration la plus corrompue était autrefois la douane, et puis on a celle les policiers, et ainsi de suite. Or, maintenant, il faut que, quand il y a un colloque comme celui-là, que chaque administration passe, que des personnalités en charge de cadrer, de les former, fassent également ce qu'ils ont à faire. Et pour je rappelle que les travaux étaient conduits par le Premier ministre du gouvernement. Oui, vous êtes John Goutet, qu'on peut dire que c'est toute l'administration centrale ou l'administration de façon globale qui était représentée à ce colloque-là. Ce qui nous gêne, nous autres, c'est que quand on a fini le colloque, la suite c'est quoi? La suite c'est qu'il faut bien que cela soit implémenté sur le terrain. Vous pensez qu'aujourd'hui, j'ai toujours en image ce jeune homme, ce jeune médecin qui est décédé ici, avant il a sur la moto parce qu'il a fait l'accident, il allait à Yaoundé compléter son dossier pour l'intégration à la fonction publique. Est-ce qu'on avait besoin de ça? Est-ce que vous croyez que pour le dire, il faut être dans quel parti politique, alors que c'est un Camerounais qui est décédé? Il a fait, après son bac, il a fait 7 ans d'études. Et on aurait dû gérer ça de par la machine, avec les nouvelles technologies. Et on comprend qu'il était déjà assis à faire ses vacations en la matière. Donc, je pense que ce colon-là est à saluer. Et il ne faut pas s'arrêter au niveau des colons. Il faut des formations. C'est pour ça que je finis par un 30 secondes pour dire qu'au Cameroun, il faut des véritables séances d'éducation de masse. Parce qu'il y a un problème de mentalité chez nous. Vous évoquez justement la problématique des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le ministre de la fonction publique de la réforme administrative, dans sa communication avec les hommes et femmes des médias, justement, met une emphase là-dessus. Aujourd'hui, avec cette technologie-là qui est offerte au Cameroun, il est possible, de son point de vue, de pouvoir traiter un dossier étant à Yaoundé, l'autre étant à Bafoussam ou à Bamenda, ou même en Golomdouka. Il est simplement question de mettre des moyens qu'il faut.
l'État va-t-il mettre les moyens qu'il faut pour justement donner la plénitude à ce qu'on appelle la fonction publique? On va poser la question au type de... Je ne vais pas la poser au type de la DPC. Pourquoi vous voulez que je la pose au type de la DPC? Vous faites partie du ensemble qui s'appelle l'État. L'État va faire. Le seul sur les bandits qui sont au pouvoir, avec votre montrer, ils ne vont pas faire. Vous savez que vous êtes tué quand vous utilisez l'expression bandit. Non, mais est-ce que c'est faux? Non, il ne faut pas non plus utiliser cette expression. Écoutez, c'est ça le problème. Vous voyez pourquoi je le dis? Vous dites un nouveau fonctionnaire, un nouvel agent de l'État. Il faut d'abord que le droit puisse être respecté. Il faudrait que la décision de justice puisse être respectée. Monsieur Outomé, savez-vous qu'il y a une décision de justice qui a été rendue quelques jours là, au niveau de la communauté urbaine, où les personnes, les délégués qui avaient perdu l'emploi ont été réhabilités par la justice et que ces personnes sont venues servir leurs droits, ils se sont vus servir au biais de leur avocat une lettre de licenciement. Mais non, ça, on parle de... Ça non, n'a c'est pas de rapport avec, l'administration, ça n'a pas de rapport avec la fonction publique. Non, mais écoutez, ces gens-là Ça n'a pas de rapport, ça n'a pas de rapport ils avec la sont quoi? fonction publique. Mais ils sont quoi? Vous êtes Ils sont complètement quoi? ordinaire. Non, c'est pas Monsieur ça. Guépi, Monsieur On Guépi, parle de l'État. Monsieur Guépi, À moi, je nous vous dis que- parlions de la J'arrive, modernisation. Nous parlons de la- j'arrive. C'est- Attendez, J'arrive. nous parlons Si ce cas- de la modernisation du service public. Monsieur Moutomé. Aujourd'hui, on a encore un service public à la main, Monsieur au bic, Moutomé. à la feuille. Monsieur Moutomé. Il est question Justement, de cette pouvoir avoir cette un modernisation- service public à l'ordinateur, Oui, au numérique, si vous voulez. Cette modernisation Digital. voudrait donc dire que lorsqu'une décision de justice est rendue concernant les agents Qu'est-ce de que l'État, ça va avec le sujet que moi alors j'ai posé à la table de monsieur, débat? j'arrive, laissez-moi dans le débat, vous dites, faites-moi laisser un peu couvrir les Non, peurs. donnez-moi mon sujet. J'arrive. Ne sortez pas de mon Établir le sujet. corollaire. Sinon, je vous Laissez-moi ramène comme établir. enseignant et je vous dirai que vous êtes hors sujet. Bon, ok, monsieur Moutomé, je vais donc aller droit comme vous dites. Merci beaucoup. Donc, je vais donc vous dire, écoutez, concernant les NTC, les nouvelles technologies de communication et de communication, c'est très bien. C'est vrai qu'on parle des start-up, on parle du domaine des numériques. En principe, à partir des start-up, à cette application, on devrait pouvoir facilement et au mieux gérer la sorte de l'État, on devrait pouvoir au mieux gérer les fonctionnaires. Je vous dis, dans l'entreprise privée, par exemple, quand vous arrivez dans l'entreprise privée, il y a un système qui est là, vous mettez vos empreintes, ça signale au fichier sol que vous êtes arrivé, quand vous partez, ça signale. Donc, si on a comptabilisé les grands de l'État, à revenir de ça aussi, c'est-à-dire dans certaines administrations bien particulières, on peut bien installer cela, et le conseil qui arrive déjà, il est répertorié. Même dans les universités, ça peut se faire. Ça peut se faire. Donc, ça, c'est un détail. À partir des NTCI, on peut gérer cela. Des gens, même à partir des NTCI, peuvent recevoir leur salaire dans leur compte mobile money et consort, c'est possible. Donc, il ne faudrait pas qu'on vienne en Tibet comme ça, on voit que c'est compliqué. C'est pas compliqué. C'est un problème de gouvernement politique. C'est très facile à mettre sur pied. Mais les gens vont organiser des colloques, ils vont aller s'asseoir, ils vont justifier les plats faramineux qu'ils vont manger aux frais contribuables pour après nous dire non, il faudrait un processus, il faudrait. Et comme on a mis Juliette, l'a fait savoir, après on va abandonner, l'autre viendra parce qu'il faut budgétiser, il faut justifier pourquoi est-ce qu'on organise tout cela. Ici, vous êtes en train de parler de la déconcentration, parce que l'administration camerounaise a pas un système déconcentré. Et évidemment, là, on va allier déconcentration et décentralisation. Bon, d'accord. Est-ce que le système est déconcentré? Non, tout à l'heure, il a parlé quelque chose. De l'enseignant ou bien du docteur, du médecin qui s'est formé, qui doit retourner quelque part à Yaoundé pour un dossier qu'il aurait pu faire sur place. Savez-vous que, à Poufata, un enseignant qui est là-bas, qui veut vérifier son avancement, doit d'abord aller à Yaoundé avant de retourner. Ça pose un problème de déconcentration. Donc, avec le système quand il n'y a pas de déconcentration et que certains corps administratifs seront affectés dans la déconcentration, on espère qu'ils vont comprendre et qu'ils iront mieux et qu'ils iront plus vite. La solution n'est pas seulement les NTCI. Il faudrait d'abord qu'il y ait un véritable déconcentration, que réellement, que l'enseignant, dans un village, par exemple en BAM, par exemple, qui veut faire son dossier, ne soit plus obligé d'aller à Yaoundé et qu'à Yaoundé on lui dise non, repassez demain alors qu'il a cours le lendemain. Donc il faudrait vraiment que la déconcentration puisse être effective et qu'au-delà de ça, on accompagne avec la décentralisation. Si l'État savait faire, c'est bien, mais je vous dis, tout est politique. Est-ce que la volonté politique suit? Je ne pense pas. C'est pas parce que le Premier ministre a organisé un tel colloque qu'ils sont assis et un truc interministériel qu'ils ont fait que ça a marché. Non, je dis c'est pour justifier leur plat faramineux. Alors, pour sortir de ce sujet, c'est un souffle nouveau qu'on veut impulser à cette fonction publique qui doit malheureusement se départir de tous les mots qu'on lui connaît, corruption, clientélisme, favoritisme, népotisme et autres.
Frédéric, la fonction publique au Cameroun est face à un paradoxe. Pendant qu'elle fascine certains, c'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui va avoir une garantie en étant fonctionnaire. Vous voyez, avoir un matricule, c'est le souhait de tout le monde. Mais pendant qu'elle fascine de l'autre côté, on tire sur elle, c'est-à-dire qu'il y a une résonance péjorative. C'est une fonction publique lourde, c'est une fonction publique dont l'accessibilité est marquée par les effets de corruption, les effets d'achat de postes, les effets d'influence réciproque. C'est une fonction publique où, justement, on n'est pas dans l'esprit de la célérité du traitement des dossiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez comme on a indiqué, vous voulez avoir votre fichier, vous êtes obligé d'aller à Yaoundé. Pourtant, on pouvait numériser simplement cela et vous l'envoyer. Donc, voilà un peu l'état dans lequel aujourd'hui on peut configurer notre fonction publique. C'est-à-dire que, regardez aujourd'hui, c'est une fonction publique qui est marquée désormais par des fautes que l'on retrouve, qui sont des fautes professionnelles. Par exemple, vous avez une faute constante de détournement des deniers publics, une faute constante comment dire, non seulement des deniers publics, mais vous avez des faux fonctionnaires. C'est-à-dire que des personnes qui s'y entrent. C'est la raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui notre fonction publique n'est pas compétitive. Vous avez utilisé l'expression de compétitive, justement parce que même dans la manière de recruter, on voit donc qu'on fait intégrer, vous avez vu l'autre jour la publication des résultats pour le concours de l'ENAM. C'est effroyable. Que vous retrouvez des doublons, vous retrouvez des gens qui sont décédés, vous retrouvez des gens qui n'ont même pas composé, dont les gens y figurent. Donc aujourd'hui, on voit que notre fonction publique est marquée par, d'abord, la nature des fautes, que l'on peut stigmatiser, les fautes professionnelles, les deniers publics, les concussions, la corruption, les fautes extra-professionnelles. Vous ne pouvez pas vous imaginer un fonctionnaire qui, du haut de son statut de fonctionnaire, pose des actes tels que des émissions des chèques sans provision. C'est-à-dire qui portent atteinte non seulement à l'éthique et à la déontologie du service, mais aussi, j'allais dire, à la moralité publique et même à l'honorabilité de la fonction. Ça fait donc de sorte que, M. Leyumoto, il était donc temps que ces colloques puissent être organisés. Donc vous applaudissez comme la oui, on applaudit, mais que cela ne reste pas dans le symbolisme. Vous voyez, que cela ne reste pas comme un symbole, non, ou bien comme un gadget. On voudrait attendre sur place un certain nombre de réalisations. Parce que c'est de cela qu'il est question. On va convoquer toutes ces choses-là, comme l'a indiqué mon frère du PCN. C'est pour gaver les pots, pour embourgeoiser les uns les autres, leur donner un petit cachet. Mais on va rester de manière théorique sur des choses qui ont été véritablement qui ont besoin d'être pratiques. Qui ont besoin d'être pratiques. Et j'ai quand même regretté, en regardant l'organisation de ce colloque, qu'on n'ait pas quand même pensé aux enseignants d'université. J'enseigne le cours de droit à la fonction publique. Je serais très heureux de participer à ce colloque et y apporter une pierre à la difficulté. Ça vous aura aussi fait des émoluments pour la cause. Non, écoutez, pas forcément besoin d'émoluments à l'autre, monsieur Frédéric. Ça va même les idées au moins. Les idées. On ne même pas les payer. Donc, je me satisfais des colloques, on doit les multiplier, mais ça ne va pas s'arrêter à ce niveau-là. Il faudrait descendre au ras le sol et faire implémenter toutes ces recommandations pour que notre fonction publique soit une fonction publique appréciable et appréciée de tous. Merci à vous, messieurs. Si vous permettez, on va lire quelques SMS avant de passer au prochain sujet. Alors, je vais surtout éviter de revenir sur les sujets. Cyril de Yaoundé qui nous dit que la CAF va nous sacrifier le moment venu lorsque les espoirs viendront ou les experts viendront au Cameroun. Seul Ahmad aura eu raison sur le pays de Paul Biya. Bonsoir. Les cours de service militaire doivent être introduits à l'école normale supérieure pour savoir faire face aux agressions des parents ou même des élèves. C'est un SMS qui nous a été envoyé. Un parent qui s'en prend. Bonsoir le panel. C'est les arrivistes qui détruisent ce pays et tout ce qu'il y a comme système. Ils ont réussi à malmener le système éducatif. Un parent qui s'en prend à un éducateur parce que ce dernier a puni son enfant. C'est-il ce qu'il fait? Mettons fin à la célébration des idiots dans ce Cameroun. Jean de Oyomabang à Yaoundé qui nous envoie son SMS, s'il vous plaît. Bonsoir. Pourquoi le temps d'un débat intéressant est souvent réduit? Par contre, quand
ce sont des sujets qui n'ont pas trop d'importance. Les médias accordent plus de temps. Nous nous accordons le temps à tous les sujets pourvu qu'ils soient d'actualité. S'il vous plaît, accordez souvent plus de temps aux panélistes, plus de temps parce que tout le monde ne pouvant pas participer au débat. C'est une maman qui vous écrit de Yaoundé. Maman, on a compris votre doléance. On essaiera d'en faire bon usage. Bon après-midi à vous. Je m'appelle Bessala Apollinaire, j'habite Yaoundé. Alors, le SMS est arrivé à moitié. Monsieur Bessala, s'il vous plaît, essayez de nous le renvoyer. On va, si le temps nous le permet, le lire. Bonsoir, le service public est gratuit. Allez dire cela aux policiers à Efoulan qui ne prennent votre dossier d'établissement des CNI seulement lorsque vous leur avez donné la somme de 2000 francs CFA pour la bière. C'est un autre Camerounais qui nous a envoyé son SMS ce soir. N'appelez pas ce numéro de téléphone, ne prenons pas d'appel, envoyez simplement votre SMS. Bonsoir, l'émission est très pertinente. Laissez le fouet, ce n'est pas la solution. C'est Ndoueva, depuis Harry à Douala, qui nous envoie son SMS. Bonsoir. Les LTM, les parents doivent d'abord avoir la charge d'éducation de leur enfant à la maison. L'enseignant complète juste pour ce qui est des caméras. Les écoles en paient le prix au nord. C'est M. Makaya qui nous envoie son SMS également ce soir. Bonsoir, salut à vous sur le plateau. Pour moi, un problème sociétal en premier, surtout avec l'avènement de nouveaux programmes télé. Beaucoup de jeunes veulent copier ce genre de comportement et voilà la conséquence et les résultats. Non sans compter le laxisme des parents qui, de plus en plus, échouent à leur devoir. Zobo qui nous envoie son SMS. Et puis deux derniers, avant de revenir sur le débat dans le cadre de ce programme ce soir. Bon après-midi à vous. Je suis depuis plusieurs semaines, je vous suis depuis plusieurs semaines, mais ce que... alors le SMS manque également de moi. Dans la suite, il nous dit qu'il espère que... Alors, il dit qu'il trouve satisfaction aux différentes problématiques, mais il souhaiterait que l'émission aille à 3 heures de temps. Non. Bonsoir à tous les panélistes sur le plateau, particulièrement Dr Somba. Il est très facile d'accuser les parents, mais que dire des enseignants, ces enseignants qui poussent les élèves ou étudiants à la délinquance, parce que comment expliquez-vous qu'un enseignant qui est censé encadrer son étudiante lui fasse plutôt la cour, au point même de devenir un harceleur public. Signé Bintou Zakari depuis Douala, qui nous envoie son SMS ce soir. Le dernier sujet sur le tas du débat cet après-midi porte sur la crise anglophone. Vous le savez depuis pratiquement 3 ans et un peu plus. Cette crise cristallise sur la place camerounaise et même sur la scène internationale. Et cette semaine qui s'achève, le monsieur Afrique du département américain, dans une interview, a donné la position des États-Unis pour ce qui est de cette crise. Les États-Unis sont contre la sécession, mais favorables à une décentralisation effective sur le terrain avec 2 systèmes. C'est le point de vue des États-Unis à travers Tibor Nagy, monsieur Afrique, département d'État américain. Qui rend à propos celle du MRC qui a dit qu'il n'ira pas aux élections à raison de ce que la crise dans le Nord-Ouest n'a pas toujours trouvé de solution. Bien sûr, bon, c'est sa posture. Même si le MS n'a pas clairement dit qu'ils sont contre la sécession. Nous l'avons clairement dit. Le MS a toujours dit que le Cameroun c'était un et indivisible. Ça, on n'a pas besoin. Nous avons fait des communiqués, nous avons des communiqués officiels dessus. Je suis en tant que membre de la communication, pas nom du MRC. Je le réitère, le Cameroun reste un et indivisible. C'est être de manière plus précise, plus claire contre la sécession. Maintenant, ceci étant dit, nous avons toujours dit, et la position de Tibor Nagy ne faudrait pas qu'on fasse une amalgame. Sa position à lui, mais au MRC, nous avons dit ça bien avant, qu'il faille d'abord résoudre cette crise anglophone. C'est une sale guerre, elle est très sale, elle est puante.
Nous avons été d'accord pour les actions entreprises au niveau du Nord Cameroun face à Boko Haram. Tous les Camerounais étaient d'accord parce que ce qui se passe au Nozo, qu'on se le dise, ce qu'on dit aux Camerounais, qui comprennent très bien. Un ambazonien, qu'on appelle par abus langage ambazonien, ce sont des Camerounais. Même si c'est des personnes infiltrées, même si c'est des mercenaires qui ont peut-être rejoint pour combattre notre armée. Ils disent qu'ils ne sont pas Camerounais. Non, s'il vous plaît, de grâce, je ne veux pas dans ce faux discours. Mais Je vous ai dit, une posture qui arrive, je ne alors veux pas entrer alors que Moïse Katumbi légalement, est reçu légalement, par s'il vous parti plaît, de organique. grâce, vous me laissez communiquer. Je vous ai dit, ce sont des Camerounais. Et quand un ambazonien meurt, il laisse derrière lui des enfants, il laisse derrière lui une femme ou des femmes. Et ce sont des familles qui sont endeuillées. De même aussi, nous avons plus de 3000 morts dénoncés. Lorsqu'un soldat camerounais tombe de ce côté-là, il laisse derrière lui des enfants, des femmes, des familles endeuillées. Seulement, MRC m'ont dit, lorsqu'un soldat camerounais, on va prendre ce cas de soldat camerounais parce que les gens sont plus à l'aise de parler de cela. Lorsqu'un soldat camerounais meurt, alors il a peut-être 23 ans, il a 25 ans, il est jeune, il n'a pas encore passé 15 ans de service pour bénéficier d'une cotisation. Alors que ce soldat camerounais est décédé, il a laissé derrière lui une veuve, peut-être 5 enfants. Quand il ces enfants-là, on prend le sol, le corps, dans la terre, on met le vert ou jaune. Et alors, le MSA dit à l'époque qu'il fallait créer des pupilles de la République, que l'État devrait prendre en charge tous les personnes morts au front. Comme cet ancien qui est décédé, il est mort en plein cours, donc il est mort au front. Au même titre, ses enfants deviendront quoi? Il avait à peine 26 ans, donc il n'a pas encore l'âge de sa cotisation. Nous avons dit au MRC donc, si vous voulez faire votre sale guerre, ok, mais ne serait-ce prenant en charge les enfants de ces soldats morts au front, que l'État, que nous les Camerounais, nous prenons, mais ce n'est pas le cas. Donc pour toutes ces raisons, même si les Américains ont leur position, c'est vrai, donc je vous dis au MRC, il faille d'abord résoudre cette crise-là. Et voilà pourquoi elle me permettre, M. Moutongo, de dire que nous devons réitérer. Nous avons dit, nous n'irons pas aux élections. Tant que la crise en n'est pas résolue, je sais que vous allez nous dire sur les élections en 2018 et en faire un débat. Bref, ce n'est pas le sujet. Nous n'irons pas aux élections. Nous demandons à tout Camerounais que le bon citoyen aujourd'hui camerounais, doit être solidaire avec les anglophones. Le bon citoyen camerounais doit obliger M. Biapol, car M. Biapol est le seul, c'est lui qui a levé de l'État pour cette crise anglophone. Il doit obliger à résoudre cette crise anglophone en n'ayant pas voté. Le bon citoyen doit rester chez lui. Il doit voter, Merci beaucoup. Monsieur Fabrice Toueli. Monsieur Fabrice Toueli, aujourd'hui, on a le sentiment que les États-Unis font une espèce de rétropédalage. Ils viennent en soutien au Cameroun, alors que déjà, ils ont servi des sanctions d'une façon ou d'une autre au pays de Paul Biya, toujours en rapport avec la crise anglophone, le non-respect des droits de l'homme et bien d'autres actions. Oui, vous savez, c'est un sujet intéressant, Frédéric. Il faut dire qu'en réalité, nous, au PCRN, on se réjouit de constater que notre pays a mis, par le truchement de son secrétaire d'État en charge de l'Afrique, M. Tibor Nagui, qui aujourd'hui, moi je ne parlerai pas de rétropédalage, je parlerai simplement d'adaptation de la logique qu'est celle des Américains, compte tenu de ce que l'État souverain du Cameroun veut. Voilà, compte tenu également du grand dialogue national. Parce qu'entre États, c'est ce qui doit se faire. Les États sont régis par des relations d'intérêt, d'amitié et non pas de subordination les uns les autres. Donc, à partir de cela, nous, au PCRN, on se réjouit de ce que les États-Unis, par le sous-secrétaire Tibor Nagui, soient revenus au stade d'accompagner le Cameroun à ce stade essentiel que traverse notre pays en ce moment. Pour dire que le grand dialogue national, nous y avons tous été. Et on a tous observé les réactions post ce grand dialogue, même péri et même post, avec les États-Unis, même l'Union européenne et certains pays amis, la Russie et consorts, qui ont félicité cette initiative. Maintenant, ce grand dialogue national a livré des recommandations qui sont allées à l'Assemblée nationale, qui nous ont livré un code général des collectivités territoriales décentralisées. Attendons déjà que le décret d'application arrive et que cela soit implémenté de fait pour observer si en réalité, au sein des populations, cela sera perçu tel que nous l'imaginons. Voilà.
À partir de là, nous pouvons estimer que les États-Unis sont dans le bon rôle. Celui d'accompagner un partenaire dans une phase critique. Moi, je voudrais simplement évoquer également le fait que l'élection, en réalité, appartient au peuple, Frédéric. L'élection n'appartient pas aux hommes politiques ou aux partis politiques que nous sommes. L'élection appartient au peuple parce que c'est un moment essentiel. Cela est même codifié dans les textes comme étant un moment essentiel où le peuple souverain se choisit ses représentants. Okay. Et ce moment essentiel que sera le 9 février offre justement cette panacée à ce peuple de pouvoir choisir les représentants qui pourront effectivement implémenter ce code général des collectivités décentralisées. Donc moi, je voudrais une fois de plus demander à nos concitoyens qui sont résolument inscrits sur une liste électorale d'aller aux élections. Merci beaucoup à vous. Georges Semer, non à la sécession, oui à la décentralisation. Nous sommes en plein dans, déjà depuis quelques années, on nous parle de décentralisation avancée. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut une décentralisation effective. Et Thibon Nagui ajoute avec une véritable décentralisation des systèmes de gouvernance. Alors, d'abord, je constate d'abord que le discours américain sur la situation du Cameroun a quelque peu évolué. Il a évolué parce que à une certaine époque, on avait soit un discours pro-fédéraliste, on avait un discours pro-autodétermination en faveur des deux régions anglophones, mais aujourd'hui on se rend compte que c'est plutôt un discours pro-unioniste qui est aujourd'hui brandi par l'État américain à travers le sous-secrétaire d'État Thibon Nagui. Il a dit que la question du Cameroun lui faisait saigner le cœur. Ce sont les termes qu'il a employés, particulièrement les deux régions anglophones. Et je crois que sa sortie en faveur de la décentralisation poussée, en faveur, il a pris acte également de la tenue du grand dialogue national. Et il a dit que les résolutions qui en sont issues devraient logiquement être implémentées en ce qui concerne surtout les deux régions anglophones. Mais je constate quand même qu'il y a un son dissonant entre ce qu'il souhaite et ce que souhaite le président de la République, parce que quelques jours seulement après la fin de ce grand dialogue national, le président de la République avait tweeté et nous l'avons lu. Il a dit que les recommandations de ce dialogue allaient être implémentées suivant leur opportunité, leur objectivité et selon les moyens dont dispose l'État du Cameroun. Alors que lui, M. Thibon Nagui, veut que ces recommandations en ce qui concerne les régions anglophones soient tout simplement appliquées parce qu'il estime que ça ne sert à rien d'avoir des recommandations et qu'elles ne soient pas implémentées. Je crois qu'il y a donc ce son dissonant entre le président de la République et M. Thibon Nagui. Ça prouve encore qu'il y a encore certaines tensions. Il est favorable à ce que ces deux régions restent dans le Cameroun. Mais il reconnaît que le Cameroun, c'est un pays et deux systèmes. Mais la balle est désormais dans le camp de nos autorités qu'à l'issue de ce dialogue, il y a des recommandations qui en sont issues concernant d'abord ces deux régions anglophones qui nous font saigner le cœur, pour ne pas paraphraser M. Thibon Nagui, que les mesures qui sont prises en leur faveur soient implémentées. On a déjà eu un début de solution avec la mise sous statut spécial, mais je crois qu'on peut encore faire davantage en ce qui concerne le statut des enseignants, le statut de la justice. Je crois que c'est le nœud gordien même de la résolution de la crise anglophone, mais il y a également qu'il faut résoudre le problème de la sécession à lui-même. Et on aimerait bien écouter les États-Unis qui se prononcent sur ces Camerounais ou ces ambassadeurs qui disent qu'ils ne veulent plus d'appartenir au pouvoir central. Et on aimerait que les États-Unis se prononcent sur la question, mais jusque-là, on n'a pas encore lu clairement les intentions des États-Unis. Des intentions des États-Unis qui sont ou qui semblent être plus ou moins prises avec des pincettes du point de vue de Georges, mais qui sont évolutives au regard de la situation actuelle. Hier, on avait des tueries quasi quotidiennes. On a une situation qui est de plus en plus calme. N'est-ce pas cette amélioration, cette avancée dans le dialogue permanent qui amène aujourd'hui les États-Unis à, on va dire quoi, à changer de posture, à changer de fusil d'épaule, ou alors à avoir une posture qui est, en reprenant les propos de Georges, plus unioniste, plus rassembleur? Après avoir reconnu que cette affaire de nos lui donnait de l'insomnie et que c'était dans le cas, il a quand même reconnu que le président de la République a organisé le grand dialogue national, c'était des avancées. Il a reconnu la libération des prisonniers dits politiques. Il a également dit que c'était des avancées. Je crois même que, moi ce n'est pas bien sûr, je crois même qu'il a fait, à part la décentralisation, il a fait une virgule en disant que le Cameroun est un pays uni, un État unitaire. Donc,
Je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il fait cette sortie, il venait de rencontrer un compatriote président du MRC, de l'autre côté là-bas. Je crois que, rendu à On ce peut dire stade, quoi que c'est ce compatriote qui allait encore plaider la Côte du Cameroun pourquoi pas? en Moi, rapport avec la crise nord-ouest et sud-ouest. Pour ma part, si quelqu'un a, je l'ai déjà dit plusieurs fois, si quelqu'un a une solution idoine qui peut nous sortir totalement de ces bagarres, de ces tueries-là, fut-il homme politique ou homme d'église, cette solution sera bien accueillie. Donc, le président Moïse Kamto peut lui avoir fait des propositions et que, à la suite de ça, il est venu parler ça. Ça ne dérange personne. C'est un Camerounais qui, ma foi, aspire à vouloir diriger le pays si jamais il va participer aux élections aux prochaines présidentielles. Mais alors, les Américains ont déjà donc pris, je crois qu'on peut dire à partir de la position de M. Afrique, comme vous l'avez appelé, on peut déjà lire entre les lignes qu'ils ne sont pas pour la sécession. Parce que quand ils parlent de décentralisation, c'est dire que même si vous avez parlé de fédéralisme là, prenez d'abord la décentralisation, mais qu'elle soit effective. Nous le disons tous ici, qu'il va falloir qu'on ait une bonne décentralisation, qu'il ne faut pas que ce soit des décentralisations à moitié. Donc, il a dit, et je crois qu'à ce niveau-là, il a fait son tour en Afrique. Je ne sais pas s'il a un programme arrivé au Cameroun, on le verra bien. Et quand il va, je crois qu'il était là une fois, quand il va revenir, il aura des provisions dans son sac. Et nous voulons la sortie de la crise anglophone de manière définitive. Parce que c'est ça ma préoccupation. Tous les jours, les Camerounais meurent. C'est l'économie qui prend un coup. Vous savez que dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest, on cultive le café et le cacao là-bas. Donc, quand il y a ces violences-là, il y a un véritable problème, il y a un véritable coup dans notre économie. Alors, cette posture des États-Unis sonne comme un accompagnement pour le Cameroun. Le Cameroun doit pouvoir se ragaillardir aujourd'hui d'avoir avec lui un puissant, un géant du monde. Sinon, le contrôleur du monde, les États-Unis. Je suis quand même réjoui de ce que les États-Unis aient quand même mis un peu d'eau dans le moule. Parce que je me rends compte qu'au départ, les quatre protagonistes qui étaient en face, on avait les centralistes, on avait les décentralistes, on avait les fédéralistes et en face d'eux, les sécessionnistes. Et vous savez, au départ, la position des États-Unis avait été celle d'accorder au Cameroun l'option fédérale des 10 États. Les États-Unis nous ont fait toute la pression possible pour dire, écoutez, laissez l'idée d'une décentralisation qui n'a rien produit, consignée dans la Constitution depuis 1996, jusqu'à ce jour, n'a rien produit. Donc, optez, revenez à la forme fédérale comme en 1961. Mais finalement, l'autre jour, moi-même, je suis surpris du rétropédalage des États-Unis qui reviennent pour vous dire, OK, nous pensons que, en fait, au lieu d'une fédération, c'est mieux une décentralisation poussée que symbolique. Et cela amène à croire que, justement, l'État du Cameroun a réussi quand même à peser de tout son poids pour conserver l'idée de la forme de l'État décentralisé. Et aujourd'hui, les États-Unis ont été amenés à ne suivre que ce sentier bâti par l'État du Cameroun. Et Thibault a dit quand même quelque chose d'intéressant, M. Frédéric. Il dit, on ne voudrait plus de cette décentralisation symbole, on veut cette décentralisation pratique. C'est-à-dire pour que le Camerounais lambda, retranché au fond d'un territoire, puisse ressentir les effets, puisse ressentir l'épanouissement. Vous savez, il y a une grande sagesse juridique chez nous qui dit donner et retenir nos veaux. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'État du Cameroun a une réelle volonté décentralisatrice, mais continue quand même de manipuler encore les leviers au fond. Parce que, regardez, je prends simplement la question du médiateur qui va surveiller, comment dire, le statut spécial. Voilà, le truc spécial. On dit, le médiateur est nommé par le président de la République sur proposition des autorités administratives et des autorités du département de lieu concerné. Mais c'est encore un taux, c'est-à-dire que parlant démontre encore à suffisance que le centralisme continue d'avoir voix de cité. On aurait pu tout simplement dire, comme dans les pays en Espagne, le médiateur est élu par la communauté par la collectivité concernée. Vous voyez, donc l'idée d'un médiateur nommé, vous voyez, nous fait encore revenir sur l'affermissement du centralisme. Et c'est ce que nous décrions de tous nos voeux. Parce que quand on parle quand même d'une décentralisation, aujourd'hui, vous voyez,
le Code général de la décentralisation, en son article 7, dit que la décentralisation, c'est un transfert par l'État aux collectivités territoriales décentralisées des compétences particulières et des moyens appropriés. Or, vous voyez aujourd'hui que ce code nous indique que désormais l'État va reverser 15% de ses recettes aux collectivités. C'est une bonne chose. Mais maintenant, qu'est-ce qui en sera fait? Est-ce que ce sera évident que les 15% ils soient reversés? Donc, M. Moutomé, vraiment, je pense que l'idée de la décentralisation est bonne, mais il faudrait que nos dirigeants comprennent que les Camerounais souffrent et on ne ressent le bonheur du Camerounais qu'à partir du secteur lambda. Merci à vous, messieurs, à tous, d'être venus sur ce plateau cet après-midi. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Avec la complice de la réalisation, on va peut-être prendre 3 SMS. Bonsoir. Ce qui se passe dans ce pays est effrayant. L'État est au centre de tout ce qui se passe. Il y a des punitions qui doivent être officiellement divulguées. Qu'a-t-on fait de ceux qui ont tabassé les enseignants? Nous sommes dans une jungle où le plus fort dévore les plus faibles. L'homme en tenue, les sous-préfets, les hommes du pouvoir ont tous les droits. C'est regrettable. Ça va de mal en pire. Guy Poitieux qui nous envoie son SMS et nous dit bonne continuation. Merci à vous, monsieur Guy Poitieux. Et puis, Christine qui nous revient, elle nous dit les États-Unis n'ont rien à dire aux Camerounais. Ils ont détruit beaucoup de pays. C'est chez eux qu'ils montrent qu'ils ont un brin de sentiment. Vraiment, que les États-Unis nous laissent gérer notre crise anglophone. Nous y parviendrons, nous, Camerounais du vert, rouge et jaune. Bonsoir, je connais quelqu'un qui a réussi son concours d'intégration à la fonction publique depuis 2016. Jusqu'à ce jour, il n'a pas encore été pris en charge. Bonsoir à vous sur le plateau. C'est pas à nous de vous donner les précisions sur ce que vous savez déjà à travers les antennes. Il y a quelques SMS encore, on va peut-être dire celui-ci. Très bon débat, merci. Mention spéciale au militant du RDPC pour ses analyses assez poignantes. Monsieur Semé aussi. Joseph Ekong. Je suis Joseph Ekong. La position de M. Tibor Nagui montre à suffisance que la diplomatie camerounaise implémentée par son chef Paul Biya, président de la République, reste douce et hyper efficace. Il a tout simplement tranché entre centralisme, fédéralisme et sécessionnisme. C'est un message qui nous a été envoyé dans le cadre de ce programme ce soir. Bonsoir le plateau. Tibor Nagui ne fait que du juridisme politique comme le MRC. Tibor Nagui fait de la real politique. En réalité, de quoi il est question ici? Il s'agit d'arriver à un compromis susceptible de conduire le peuple camerounais à réconcilier ou à se réconcilier avec lui-même, ce qui, de toute évidence, rencontre des intérêts des Américains, n'en déplaise à nos chers militants d'un certain parti politique. C'est M. Dissaké. Non, monsieur Guépi. Monsieur Guépi. Il n'a pas parlé de MRC. Monsieur Guépi. Il n'a pas parlé de Monsieur Guépi, merci. On a dit que c'est la fin de l'émission. Merci à vous tous d'être venus sur ce plateau. Merci encore. Merci à ceux qui nous envoient les SMS tous les samedis 15h-17h dans le cadre de Tous Azimuts. Merci à toute l'équipe technique déployée pour la course. Prenons rendez-vous samedi prochain, s'il plaît à Dieu, 15h. Bon samedi à toutes et à tous. Au revoir. On donne